Et au Lyon. Alumni rebelle à HEC. Ils disent t'as réussi? Et le mec fait je l'ai défoncé là. Et là tu te tournes et tu vois la meuf à côté de toi qui prend son brouillon et qui se mouche dedans tellement elle en peut plus, tu vois. Instagrammeur à Mykonos. Je sais pas si je dois te proposer un sparring, je vois la taille de tes bras. Si je m'en prends une, le combat est terminé. Et serial entrepreneur à succès. 417. Par mois. Ouais. T'as 27 ans? 26. Il est insolent le garçon, ok. Il a une vision particulièrement philosophique de l'entrepreneuriat, puisqu'il entreprend non pas pour gagner de l'argent, mais pour devenir une meilleure version de lui-même. Des gens que je lisais beaucoup et qui sont devenus des caricatures d'eux-mêmes. Ces mecs-là, ils ont compris ce qui fonctionnait. 2-3 trucs qui ont été clivants, qui ont fait plein de likes, ils sont devenus ces trucs-là, c'est des clowns. Je trouve qu'ils voient pas qu'en fait, une entreprise, le fait de monter, d'être entreprenant, te permet de scaler ta vie personnelle, et le fait de scaler ta vie personnelle risque de t'amener avec le temps vers une aventure entrepreneuriale. Théo, comment ça va? Ouais, alors très bien l'intro. Juste la dernière phrase, faudrait qu'on en rediscute. Okay. Mais je vois ce que tu veux dire. Bah, je suis très content en tout cas que tu me reçoives. C'est un plaisir. De même, franchement, gros plaisir. En vrai, ça faisait un moment que je voulais t'avoir. Et je crois que t'as dû me mettre 2 ou 3 AF au début, non? Vraiment? Je crois que j'avais essayé, non. Mais j'avais essayé via Jimmy. J'avais pas essayé en direct. J'avais pas regardé le format encore en fait. Ah, ok. Après, j'ai regardé ton interview avec Jean de la Roche-Brochard. Et JRB, ça t'a convaincu, ça t'a chauffé? Super, tu m'as eu avec le VC des start-upers. Ok. Je me suis dit, là, c'est comme ça que je mets un pied dans l'engrenage, quoi. Ok, top. Écoute, moi, ma première question un peu classique, c'est comment, dans quel état d'esprit t'étais à 17 ans? Si tu peux nous raconter un peu ton parcours, le milieu dont tu viens, et la prépa, et comment tu rentres en école? Alors, 17 ans, je raisonne rarement en termes d'âge. 17 ans, j'étais quand? En terminale, quoi. J'étais pas en terminale à 17 ans. J'étais un peu plus tard, je pense que... Ouais, je devais être en prépa, deuxième année de prépa, je crois, moi. Parce que j'ai sauté une classe, quand même. Donc j'étais... Non, c'est pour ça que c'est important, mais... En terminale, j'étais un élève. En fait, moi, j'ai toujours eu la chance d'être dans des établissements assez bons. Parce que du coup, j'ai fait toute ma scolarité à Versailles. J'ai grandi là-bas. Et donc, j'ai été nécessairement... Versailles, c'est une ville qui est assez connue pour avoir des très bons établissements. Tu sais, il y a Hoche, il y a Ginette, et puis moi, j'étais à Grandchamp. Donc, j'ai toujours été dans des bonnes classes. Et je pense que j'étais un bon élève, mais j'étais en fait nécessairement, avec le niveau de compétition, toujours un peu dans le milieu de classe. Donc, en fait, j'ai rarement... j'ai pas commencé à rêver d'HEC par rapport à mes résultats pendant tout le lycée. En terminale, j'étais un peu meilleur. Et pour le coup, d'ailleurs, en fait, quand j'ai candidaté dans des prépas derrière, j'ai pas été accepté dans beaucoup de prépas. J'en ai présenté beaucoup. J'ai présenté la Canal, Saint-Louis, etc. Et la seule qui m'a accepté, c'est celle du lycée dans lequel j'étais. Donc j'ai été accepté à Grandchamp. Mais j'ai pas un souvenir d'avoir été un élève excellent. J'avais pas vraiment trouvé ce qui me faisait kiffer non plus, à part la scolarité. Tu vois, j'étais sportif un peu, mais j'avais pas du tout d'instinct entrepreneurial. Enfin, rien à voir. Enfin, j'avais des projets très classiques, quoi. Je voulais faire du marketing. Ok. Alors juste petite digression pour la commu, c'est un truc dont je voulais vous parler depuis un moment. J'ai pas du tout une volonté de faire toujours venir un peu les mêmes profils, prépa, grande école et tout ça. Bon, pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez ce que je pense de la méritocratie et du système français des écoles, et on aura l'occasion d'en parler. Force est de constater, enfin voilà, moi je vous l'ai dit de manière très honnête, la raison pour laquelle je fais ce truc-là, métier de rêve, c'est parce que, certes, un peu tard, à 30 ans, je me suis rendu compte à quel point j'avais été privilégié. Dans quelle mesure j'avais reçu plein de privilèges et dans quelle mesure ça m'avait énormément aidé dans ma vie. Donc c'est ce qui me motive en fait dans cette chaîne, c'est de rendre l'information accessible à tout le monde, parce que je pense que les inégalités viennent beaucoup du fait que tout le monde n'a pas accès à l'information. Cela dit, force est de constater, si vous regardez les chiffres en France, que la plupart des gens qui ont des bons jobs, métiers de rêve, ils viennent d'un milieu hyper privilégié, quoi. Donc voilà, c'est déjà un premier pas, en fait, je trouve, de rendre l'info accessible à tout le monde. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la plupart des banquiers, même pas trop, et que j'ai reçu, quand je me suis lancé dans cette aventure, j'ai reçu plein de messages de banquiers qui me disaient « T'es un ouf, arrête de dire que ce qu'on fait, c'est trop simple et qu'on met juste des mots en anglais pour faire semblant que c'est compliqué », même si c'est vraiment ce que je pense. Voilà, c'est une première étape, en gros, de donner l'info accessible à tout le monde, et bien sûr que je veux faire venir le plus possible de profils qui viennent d'autres horizons, et c'était le cas avec Sky sur l'épisode que vous avez vu la semaine dernière. Son père arrive du Portugal à 11 ans, voilà. Donc bref, fin de cette petite digression, il fallait que je la fasse. Théo, je suis désolé, ça tombe sur l'épisode avec toi. Donc tu arrives à Grandchamp, du coup, et donc tu arrives à 16 ans, quoi, c'est ça? En fait, tu as passé ton bac à 15 ans, quoi. Ouais, j'ai eu mon bac à 16 ans, parce qu'en fait, moi, je suis d'octobre, donc ça fait que je commence les années scolaires toujours en étant très jeune. Ok. Donc je suis arrivé en prépa à 16 ans et j'ai intégré HEC à 18. Ok. HEC, un peu une surprise, tu dis, parce que tu étais en milieu de classe? Full surprise. Et en prépa particulièrement, j'étais vraiment ce qui se faisait le milieu du milieu. Je me souviens très bien parce qu'il y avait des stats, tu vois, sur la classe de CS. On savait que la moitié avait une parisienne. Donc en fait, moi j'étais à la moitié où je savais pas si je pouvais avoir... Mon parisienne, c'est, je rappelle, HEC, SEC, SCP. J'étais à la limite, je savais pas trop si donc dans un bon jour, je pouvais avoir le SCP. Et il se trouve que... Bon alors, j'ai très bien réussi mes concours. Bon, pour une raison principale, c'est que
Je le savais pas du coup avant d'avoir été stimulé au stress du concours, mais j'ai une très bonne résistance au stress. Et tu n'as pas vraiment l'occasion de la vérifier avant d'être au concours le jour même. Donc, du coup, j'ai pas forcément été meilleur, mais je pense que tout le monde en fait a eu son niveau baissé par la pression de l'événement. Moi, ça a fait l'inverse. Donc ça m'a permis de ne pas perdre mes moyens. Donc je pense que c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est que ça c'est vraiment un truc. S'il y a des gens qui sont en prépa et qui comprennent rien aux maths, dites-vous que ça peut arriver jusqu'au dernier moment. J'ai compris les maths pendant les semaines de révision. Je suis reparti des bases et j'avais commencé trop vite à faire des annales de parisienne, etc., des preuves assez difficiles, parce que je voulais faire le mec et parce que c'est ce qu'on visait dans ma classe. Et ensuite, après, je suis redescendu d'un niveau, j'ai bien fait des EDEC, des EM Lyon, etc. Et ensuite, j'ai compris les épreuves de parisienne. J'ai compris tous les trucs que je n'avais pas compris, et ça m'a tout débloqué d'un coup, et en fait, je suis arrivé hyper confiant au concours. Donc ton déclic, c'est de repartir par le bas, quoi. C'est d'avoir reconstruit... Je m'en souviens très bien. Je me souviens parce que j'étais accompagné, j'avais pris un prof, d'ailleurs, qui était un HEC, du coup, de la prémo juste après moi, et qui m'avait fait faire que des EDEC, que des EM. Et le truc m'avait vraiment... ça m'avait permis en fait, de solidifier tellement la base que du coup, ça me mettait en confiance sur les sujets de parisienne parce que je réussissais les premières questions. Et après, du coup, je pouvais passer mon temps à chercher celles d'après. Et en fait, c'est comme ça que tu réussis une épreuve de maths, quoi. Tu te mets en confiance au début et après, ça rentre. Et en plus de la résistance au stress, même si je me souviens quand même que il y avait du stress, faut pas mentir, je suis pas arrivé en chillant. Mais je me souviens avoir été choqué par à quel point les autres étaient encore plus stressés que moi sur cette épreuve-là. Tu voyais les gars perdre leurs moyens, tu le sentais, quoi. Ouais, tu vois les petites intox aussi dans les salles d'épreuve. Là, j'ai un souvenir, mais ouf, sur la première épreuve qui était genre, c'était les maths EM que j'avais foiré. C'était ma pire note. J'étais quand même stressé le premier jour. Et à la fin de l'épreuve, moi j'ai passé mes concours à Auch et il y avait énormément d'élèves de Ginette. Donc à Versailles, en fait, il y a une concentration de prépa qui sont très bonnes, qui fait que quand tu es dans une salle d'épreuve à Versailles, t'es qu'avec des tueurs en fait. Ils ont tous le petit pull Ginette et tout ça, ils te mettent dans une presse. Et donc moi je me souviens qu'il y avait 2 Ginettes que j'ai retrouvées derrière à HEC. Bon, je trouve qu'ils avaient vraiment réussi les trucs. Ils s'appelaient Paco et Victor. Et ils s'étaient dit, tu sais, d'un coin à l'autre de la salle, il y a 150 personnes dans la salle, ils disent « T'as réussi ?» Et le mec fait « Je l'ai défoncé l'épreuve. » Et tout le monde l'entend. Et moi j'avais foiré mon épreuve de ouf. C'est le truc, je suis sûr qu'il y a des gens, ça a dû les briser mentalement. Ça joue, en fait, t'as joué ta vie, t'as passé 2 ans pour cette épreuve-là, tu l'as foiré et t'as un mec qui dit je l'ai enculé. Tu te dis mais allez, c'est j'ai encore 3 semaines d'épreuve à faire, je suis mort. Ouais, ok. Il faisait des intox comme ça, je me rappelle pas de ça. Moi je me rappelle d'intox. C'était pas les plus malins, je sais pas, c'était pas la moyenne de l'étudiant à Ginette qui faisait ça, mais eux c'était des spécimens. Je les ai rencontrés après, je les aime bien, je les embrasse d'ailleurs. Si. Parce que moi je me rappelle d'intox dans le sens inverse où t'es en mode putain je suis mort, j'ai fait 2 questions et tout, t'es vraiment dans la merde. Et là tu te tournes et tu vois la meuf à côté de toi qui prend son brouillon et qui se mouche dedans tellement elle en peut plus, tu vois. Et tu te dis ok, c'est dur pour tout le monde, c'est dur pour tout le monde, tu vois. Ouais, non, il y a pas ce genre d'intox. En fait le jour J je pense qu'ils le font pour intimider les gens, soit pour se marrer parce que ça les fait rire. Et je pense que connaissant les bonhommes de derrière, ils ont peut-être juste fait ça pour ça. Mais c'est sûr qu'ils ont dû flinguer des mentales, quoi. Ouais. Ok, donc l'écrit se passe bien, l'oral aussi, du coup t'es à l'aise aussi à l'oral? J'étais pas brillant, mais j'étais moins mauvais que les autres. En fait, vraiment, j'ai l'impression d'avoir réussi mon concours parce que j'étais moins mauvais que les autres. J'ai juste pas fait d'erreur. Donc j'ai eu des notes average, je me souviens. Mais du coup, ça a fait un bon classement à la fin. J'ai fait genre... je crois que j'étais 115. J'ai fini 115 après écrit, après... 115, il faut être dans les 300, 350 premiers, quoi, pour rentrer. C'était 380 à l'époque, à mon époque, je crois que ça a peut-être un peu évolué. Et 380 admis, et t'avais genre 700 admissibles ou 800 admissibles. Ok. Donc j'étais à peu près à la barre aux écrits et aux oraux. Bon, j'ai pas brillé, mais je me suis pas chié dessus. T'as repris 200 places aux oraux, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Enfin non, même plus, parce que tu devais être admissible, pardon. T'étais à la barre, donc t'étais dans les 700 et t'es repassé à 100. J'avais 14,5 je crois aux écrits, à peu près 14,5 à l'époque c'était la barre. Je sais pas jamais comment d'ailleurs les gens sont au courant de la barre, mais tu sais, parce qu'en fait t'es pas public les notes des autres, donc juste un mec qui te dit, t'as un prof qui dit un truc, et tu finis par l'apprendre, tu vois. Donc je savais que j'étais à peu près à la limite, et que ça pouvait se jouer. Mais c'est à peu près la même chaque année, quoi. Ils norment les notes pour que la barre soit à temps. Ouais, c'est ça. Mais donc du coup, j'étais très surpris quand même d'être admissible, au point que j'étais même pas allé regarder en fait les résultats. Moi, je l'ai appris par téléphone par un cube, en fait, qui visait HEC et qui est allé checker, qui m'a dit t'es admissible. On a 6 jours pour travailler, parce que j'étais évidemment la première session. Donc en fait, ce qui est un peu chiant quand t'es admissible aux oraux d'HEC, c'est c'est une des seules écoles sur lesquelles t'as des épreuves de géopolitique quand tu viens de ma voie ECS et de culture générale. Après, le reste, normalement, tu les as préparés pour les autres écoles, parce qu'il y a les maths à l'ESCP aussi, donc tu as travaillé tes maths, comme je voulais l'ESCP. Et après, tu as les épreuves classiques, triptyque, etc. Mais ce qui est vraiment très difficile, c'est que tu as arrêté en fait, de faire de la culture G et de la géopolitique. Donc tu dois reprendre tes bouquins, tu sais qu'il peut te faire cuisiner sur à peu près tout. Tu as tout oublié. Donc ça fait... j'ai vécu 6 jours assez... j'ai pas beaucoup dormi, quoi. Ok. Quand tu arrives à HEC, du coup, ça se passe comment? Il y a beaucoup de légendes sur cette école et tout, beaucoup de mythes. C'est intéressant. Déjà, sur les 2 premières années, on parlera après de ton année de césure et du master entrepreneuriat, mais
Sur les premières années, ça se passe comment? Bah en vrai, il faut être honnête, je kiffe quand même. Ouais. Je kiffe. T'as énormément. Je me rappelle vraiment avoir été choqué par le nombre de stimulations que t'as, surtout c'est les premières semaines, où tu te manges tout d'un coup, le sport, les assos, tu découvres les cours, même si t'en as pas beaucoup, t'as le way qui arrive genre un mois après le démarrage, t'es extrêmement stimulé et tu commences à comprendre un peu comment ça marche, HEC. Et notamment, en fait, t'as beaucoup de comportements sociaux dans cette école qui viennent du fait qu'on habite tous au même endroit. C'est une des seules écoles de commerce sur lesquelles en fait, t'as les 99% de la promo qui habitent au même endroit. Donc ça veut dire ils se croisent pas juste pendant les cours. Quand tu sors, tu vois les gens. Quand tu vas boire un verre le soir, tu vois les gens. Tu fais du sport, tu vois les gens. Et donc c'est pour ça, je pense que le réseau HEC aussi derrière est si fort et si puissant par rapport au réseau des autres écoles. C'est que t'as ça tout le temps. Donc tu découvres ce premier truc. Moi, je me souviens avoir joué le jeu à fond. Tu vois, vraiment les soirées, etc. Je voulais rien rater du début. Et après, tu finis par un peu t'orienter vers certaines assos qui te plaisent plus ou moins. Tu comprends un peu la dynamique de qui est stylé sur le campus en termes d'assos, qui ne l'est pas. Il y a ce truc d'être stylé, pas stylé. Tu appelles ça les mecs bod et les no bod, quoi. Ouais, alors ça, c'est un mot qu'on employait beaucoup à mon époque. Je sais plus si c'est aussi populaire. Maintenant, ils appellent plus ça comme ça, mais le principe est le même, j'imagine. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, mais en fait, le principe est le même, d'ailleurs, pas que dans les écoles de commerce. En fait, ça fonctionne exactement comme une maternelle ou un collège. En fait, n'importe quel groupe social, je pense, avec des gens aussi jeunes, s'organise de cette façon-là, quoi. Ouais, dans les entreprises, il y a un peu le même truc aussi. Enfin, voilà, des gens qui ont le vent en poupe, d'autres non. Voilà, exactement. Ouais. Donc c'est ça, et donc tu comprends qu'il y a un peu une hiérarchie entre les assos. Forcément, quand t'arrives, t'es un petit peu... En fait, t'es un peu genre t'as un tableau blanc. T'as fait ta prépa, tu te sors, t'as perdu l'élément pour lequel t'as travaillé pendant 2 ans, et tu fais putain, je suis qui en fait, je fais quoi, j'ai aucun autre intérêt à part le travail. Et là, en fait, HEC va pouvoir commencer à écrire sur le tableau blanc qui t'est. Il donne plein de façons de te positionner. Et d'ailleurs, je trouve que c'est une des vraies forces d'HEC. Aussi critique que j'ai pu être dans le passé, ma conclusion globale sur HEC, elle est hyper positive. Parce que ça te permet, soit tu te construis avec, donc tu prends toutes les choses qui te donnent, les assos, le sport, le réseau, enfin le tampon HEC, soit tu te construis contre. C'est-à-dire tu vois un petit peu ce que ça te propose, et t'es pas hyper enjaillé par les voies vers lesquelles ça t'emmène, donc conseil en strat, finance, et du coup tu te dis, bon, il faut que je me bouge le cul, parce que sinon je vais finir dans ces voies-là. Et c'est un petit peu, c'est la même mécanique que quand un adolescent il se construit en opposition à son père, à sa mère. Tu deviens un rebelle de ouf, mais en fait finalement ça te permet de construire ton caractère. Donc moi j'ai tiré en fait de l'utilité d'HEC des 2 pans. Les 2 premières années, je suis allé à fond, et les 2 années qui ont suivi, donc césure plus master entrepreneur. Donc pour en reparler, là je me suis plus construit contre. Mais en fait au global, HEC m'a aidé à me construire moi. Ok, c'est hyper intéressant comme analyse. Je suis complètement d'accord avec ta vision du tableau blanc. Moi, c'est un truc qui m'a beaucoup fait chier, en vrai, dans les écoles, c'est de voir des mecs qui étaient cool, tu vois, au lycée, en prépa et tout ça, et qui, arrivés en école, s'inventent une vie, tu vois, veulent devenir le gars le plus rentré du FIS et tout. Et donc, et ouais, je trouvais ça bizarre, quoi. Genre, les gars qui te parlent pas du tout de la même manière, si tu lui parles en one-on-one ou s'il y a un groupe et tout ça, quoi. Donc, nous, t'as plein et c'est d'ailleurs assez choquant de voir à quel point, parce qu'en fait, ça réorganise tes priorités. C'est-à-dire que t'avais des potes avant la prépa, et c'est en fait, comme il y avait le mécanisme de pouvoir cuber, bon, bah, t'as des gens qui sont passés en carré, et donc leurs potes qui ont cubé et qui intègrent l'année d'après. Et forcément, bon, bah, de la hiérarchie dans les assos, bah, sur le campus, tu as un mec qui a 1 an dans une asso, dans laquelle possiblement le mec qui vient de rentrer, il veut rentrer aussi. Et nous, ça se traduisait par exemple dans les assos comme le Zinc, qui était donc maintenant ça s'appelle le Xénon, je crois, HEC. Ouais. Dans lequel j'ai vu des potes, des meilleurs potes, pas s'adresser la parole, parce que c'était les règles de l'association. Tu parles pas aux premières années. Les premières semaines, je sais pas si c'est encore comme ça, parce qu'il y a quand même pas mal d'évolutions depuis pour plein de raisons. Ça s'est calmé. Ils ont pris une belle clim. Hein. Moi, j'ai fait la tournée des écoles et tout. C'est pas Ouais, ils ont pris. Mais à l'époque, nous, c'était hardcore. Et en fait, ça réorganise. C'est-à-dire que vraiment, il y a des gens sur lesquels, qui sont des tableaux blancs sur lesquels ils acceptent que HEC écrivent tout. Donc ça devient 100% de leur identité. Quand ils sortent dans les soirées, c'est des HEC. Et fait, une grosse partie de leur identité vient conditionner au fait que ce soit des HEC et en plus qu'ils soient dans une bonne association. Donc après, ça leur fait tout bizarre, c'est quand ils arrivent dans la vie réelle et que tout le monde s'en branle qu'ils étaient dans l'équipe de foot, quoi. Bah c'est ça, ouais, c'est ça. Enfin, en général, moi, ce que je trouvais le plus triste à l'ESCP, c'est les mecs qui, depuis 3 ans, sont dans la vie professionnelle et reviennent avec leur pull BDE servir aux soirées. T'as envie de te tirer une balle. Ouais, ça. Et tu vois ce gars qui n'a pas réussi à s'intégrer après et qui était peut-être tout à l'ESCP, mais voilà, dans une mascarade, quoi, et qui n'est plus rien après. En fait, c'est si dur, c'est un mec auquel on a retiré le statut, en fait. Ouais. Et qui a pas réussi l'étape d'après, quoi. À sa place, moi je le comprends, je retourne là où j'ai du statut. Les gens ils disent, oh putain, 3e année, putain, t'es chez Rothschild, waouh.
Ouais, mais il a pas de statut, tu vois. Enfin, si tu réfléchis un peu, les gars en école, enfin, tu vois, moi, bien sûr que c'était super impressionné par le mec qui revient derrière, mais bien sûr. Ok, bon, après, moi, j'étais pas forcément le gars le plus intégré, donc je pense que je réfléchissais pas forcément comme les autres. Mais ok, c'est intéressant. Donc toi, tu voyais le sketch de l'extérieur, tu vois, mais pour une personne qui est à fond dedans, tu lui donnes juste. C'est plus que son deuxième année, ça, c'est le mec d'après qui a déjà intégré, il est dans la boîte dans laquelle je vais rentrer. Ouais. Je pète un câble. Ouais, ça. Comme les mecs en école qui reviennent flex en prépa, en mode regardez, moi j'ai eu l'école et ça. Voilà. Ouais, je comprends le délire. Enfin, je le comprends toujours pas, mais je comprends. Je comprends comment on pourrait le comprendre. Mais je ne valide pas. C'est ça, exactement. Ok, donc toi, globalement, tu prends ce qu'il y a à apprendre, tu kiffes tes 2 années HEC, ensuite tu pars en césure, c'est tes premières expériences pro. Qu'est-ce que tu dis à ce moment-là? Tu te dis, bah, vu que tu es dans le courant, j'imagine, tu te dis, je vais tenter de faire comme tout le monde de la banque, du conseil en strat ou un métier dans le genre? Grâce à Dieu merci, j'ai eu la réalisation. Avant, j'ai au moins capté que je kiffais pas ça. Ok. Donc je me suis dit, à l'époque, ma réaction d'opposition, c'était de me dire, je vais faire du marketing. Bon, il y a plein d'autres gens qui veulent faire du marketing, mais c'était ma façon à moi de pas aller dans le conseil en strat ou la finance. Est-ce que tu peux expliquer juste pour la commu qui pourrait s'identifier dans toi, qu'est-ce qui t'a fait te dire que c'était pas pour toi la finance et le conseil en strat? Alors, il y a l'explication, la première vraie explication et l'explication a posteriori. La première, c'est que j'avais l'impression que tout le monde faisait ça. Ça me faisait un peu chier de faire comme tout le monde. Et ensuite, ce qui est connecté, c'est que je voyais qu'ils travaillaient beaucoup. Et moi, j'étais un flemmard à l'époque. Je voulais vraiment rien en foutre le moins possible, faire le plus de soirées, le plus de sport et tout sauf travailler. Donc j'ai un peu lâchement, je me suis dit, ok, mais comment je peux aller dans un truc qui va me demander de pas trop travailler? Ça, c'est la réaction un peu du coup. La réaction derrière, en fait, l'analyse, c'est plutôt que ce qui me gêne dedans, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que c'est pas vraiment un choix pour la plupart des gens qui vont dedans. Il y en a certains pour lesquels c'est des vocations, ils ont bien réfléchi, ils veulent y aller, ils ont bien analysé ce que c'était. Et il y en a beaucoup pour lesquels c'est le choix par défaut. C'est-à-dire, c'est comme quand tu arrives dans un jeu vidéo, tu crées ton personnage et tu le personnalises pas en fait. Tu vas commencer le jeu. Et en fait, c'est des gens qui ont répété ce pattern, même beaucoup plus loin dans leur vie, et qui le répètent depuis très longtemps. C'est des gens souvent qui ont beaucoup écouté leurs parents, qui leur ont dit tu vas d'abord en première, tu vas faire une voie S, ensuite tu vas aller dans la meilleure prépa, puis tu vas avoir la meilleure école, puis tu vas avoir le meilleur stage, puis après il va falloir que tu restes il va falloir que tu aies le CDI, il va falloir que tu restes un peu de temps, parce qu'après tu pourras devenir partenaire à la fin. Et quand tu seras partenaire, bah là tu auras mais frère, tu as 50 ans en fait, il y a du temps qui s'est passé, et donc j'ai quand même eu un petit éclair de lucidité masquée, enfin c'est plutôt de la flemmardise maquillée en lucidité. Et qui m'a fait me dire faut que je fasse autre chose. Et après je savais pas, j'avais eu un électif en école qui m'avait beaucoup plu, qui avait été donné par un mec qui s'appelle Arthur Saint-Père, qui est le fondateur de Doolid, qui est une très belle boîte, et qui avait fait un truc qui s'appelait Entreprendre dans le web. J'avais pas compris grand chose, mais j'avais juste compris qu'il y avait peut-être un truc à creuser dedans. Ça me semblait un peu mystérieux et plus détendu que ce que j'avais pu voir dans d'autres choses. Donc je me suis dit je vais faire du digital. Et je suis allé bosser en stage chez Meilleur Agent, expérience incroyable, une start-up, je sais pas si tu connais, une start-up parisienne qui te permet de faire de l'estimation immobilière. Ok. Et qui avait développé un moteur qui était tellement puissant en termes de précision qu'il captait toutes les demandes de vente ou d'achat. Et donc du coup ça donne une possibilité de monétisation qui est énorme. Je crois que ça a été revendu 250 millions après, c'est un truc qui... Et donc c'est quoi le business model? C'est ils te font l'estimation du prix toi tu veux vendre ton appart, ouais. Tu vas l'estimer sur la plateforme et derrière il y a des agences immobilières qui sont pluguées, qui reçoivent le lead, ça vaut super cher un lead vendeur. Donc ils te vendent le lead, après ils peuvent faire un annuaire, ils peuvent faire des annonces carrément. Pour les acheteurs, tu as d'énormes possibilités en fait. Okay. Donc moi, c'est une marketplace qui match l'offre et la demande. Je sais plus exactement, il y avait plein de biais. Moi j'étais un peu early sur la monétisation, donc il y avait des façons de gagner de l'argent, mais c'était pas encore mature. Je sais pas ce qu'ils ont fait finalement. Et j'étais au produit moi d'ailleurs. Donc c'est-à-dire je travaillais, j'étais stagiaire. Donc j'ai découvert un peu comment les méthodes d'une équipe produit simplement. Et faut être 100% honnête, j'avais pas compris le travail auquel j'ai candidaté. Je voulais faire du marketing, moi je voulais faire de l'acquisition, ce que je fais aujourd'hui en fait comme travail. Et j'avais lu chef de projet web. Et j'ai passé les 2 entretiens en croyant vraiment que j'allais faire de la pub sur Internet. Et je suis arrivé et j'ai découvert ce qu'était le métier produit. Qui se trouve, j'ai eu de la chance, ça m'a plu. Mais c'était pas du tout ce que j'avais compris. Et j'aurais bien aimé avoir un talk show, le métier de rêve, pour m'expliquer ce qu'était le travail de product owner. Ça fait plaisir. Mais vraiment, pour le coup, je trouve que c'est un sujet, c'est un gros manque en vrai que tu combles. Et il faut pas oublier, peut-être qu'on oublie, enfin toi certainement pas, mais qu'il y a vraiment un moment dans tes études où tu es assez loin, tu es genre 2e, 3e année d'école de commerce, tu ne connais rien au métier, tu comprends rien.
Complètement. Moi, pour être honnête, je l'avais complètement zappé et c'est au moment où je passe master sur LoL et je commence à faire des streams AMA, Ask Me Anything, où je me dis, les gars vont me demander comment avec mon Garen je suis passé master et tout ça, pas du tout. et en fait, les mecs, même des meilleures écoles, Polytechnique, HEC, me demandent comment ça se passait dans une salle de marché et tout ça. Et parfois, ils me posaient des questions. Je disais, vous pouvez pas être autant perdu, les gars, c'est pas possible. Et en fait, je me suis dit, mec, sois honnête avec toi-même, moi j'étais au moins aussi perdu qu'eux à mon époque. Et c'est juste que, ouais, je me suis dit, il manque un vrai truc, quoi. Et ça, en plus, c'était pour les écoles les plus prestigieuses. Donc, tu vois, les autres écoles, peut-être encore plus, tu vois, ou peut-être encore moins d'ailleurs. Peut-être que dans les écoles les plus prestigieuses, ils disent de toute façon, j'ai même pas à me renseigner parce que j'aurai un job de ouf et peut-être qu'ils ont plus la dalle en dessous, j'en sais rien. Mais globalement, il y avait je m'étais dit qu'il y avait un truc à faire, quoi. J'en profite juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Je pense, vous, quand vous voyez une offre de stage ou de job, n'hésitez pas à creuser un peu ce qu'il y a derrière. Tu vois, par exemple, BNP, qui fait bien faire un truc qui était full bullshit, c'est qu'ils prenaient les offres pour les structureurs, les ingénieurs en salle de marché. Et comme ils avaient un tiers de la salle de marché qui était des stagios, ils n'ont pas le droit de faire ça, tu vois. Et ben en fait, ils changeaient juste le nom de la description du job quand ils relaient les stagiaires, tu vois. C'est-à-dire, pendant 6 mois, tu as un stagiaire, il est structureur. Les 6 mois d'après, le mec, il fait exactement la même chose. Il est ingénieur en salle de marché, puis il est pricer ou quoi, tu vois, machin. Et donc, c'est pour dire à quel point la définition en fait veut pas dire grand chose, et je pense que quand tu fais une interview, c'est autant le mec qui te fait passer une interview que toi qui lui fais passer une interview pour voir un peu ce qu'il y a derrière, quoi. Et ça doit être d'autant plus vrai dans une petite boîte où c'est moins segmenté et un mec va un peu plus toucher à tout et tout ça, quoi. Ouais, et puis t'as tous les bullshit jobs aussi où t'as plein de fiches d'emploi de start-up, tu sais pas ce que ça veut dire parce que ça veut rien dire, donc parce que eux-mêmes savent pas, quoi. Eux-mêmes savent pas, ils ont vu aux États-Unis une boîte de Y Combinator qui avait un poste comme ça, ils ont fait ça a l'air pas mal. Et donc, tu as kiffé cette expérience. Concrètement, tu faisais quoi, toi, chez Meilleur Agent ? En fait, globalement, j'étais stagiaire, donc j'assistais le product manager. Simplement. Donc, je faisais. Comment te dire ? Alors là, parce que là, faut pas trop rentrer dans le bullshit. Non, mais en fait, bon, j'assistais sur des tâches d'exécution plutôt. Donc, c'est-à-dire tu fais les petites mains, quoi, simplement. Ouais. Donc tu vas faire du tableau Excel, construire des fonctionnalités. Mais en fait, je peux pas difficilement parler de mon travail sans parler du travail de product owner qu'il faut comprendre, en fait. Donc, tu veux expliquer ce que c'est que product owner ? Ça a des sens différents selon les boîtes, mais je peux au moins dire, parce que ça veut dire il y a des gens qui s'occupent du produit dans plein de boîtes différentes. Donc moi, il se trouve que c'était un produit tech. Quand tu es product owner, donc tu as product manager et product owner. Selon les boîtes, la séparation des rôles n'est pas la même. Donc le product manager, son travail, ça va être de découvrir ce que veut le client et derrière de le traduire en fonctionnalité qu'il faut que tu délivres dans un temps imparti pour que ça fasse un produit qui intéresse les gens. Donc moi, j'assistais sur le delivery des fonctionnalités, c'est-à-dire m'assurer que les trucs sortent dans les temps, qu'ils soient bien cadrés, que ça réponde au brief. C'était pas des tâches à forte responsabilité. Mais je trouve que le travail de product manager, c'est un truc qui est intéressant parce que t'as à la fois, t'as encore une fois un tableau blanc, t'as un client qui sait pas ce qu'il veut et toi tu dois découvrir ce qu'il veut. Et donc toute cette partie du travail est assez intéressante, et là c'était un produit tech, mais t'as des product managers pour des boîtes de mode, enfin t'as énormément, ça veut dire plein de choses. C'est celui qui construit le produit qui répond aux attentes du client. D'accord. C'était clair ? Et le product owner, lui, chase les gars en interne, les développeurs, pour que le truc soit fait en temps et en ordre. Dans la boîte où j'étais, c'était ça, mais ça peut avoir des séparations différentes. Ok, ouais, c'était hyper clair. Ok, et après cette expérience-là, du coup, c'est la fameuse expérience en Australie. Je veux vraiment faire du marketing. J'ai compris que j'ai pas fait du marketing. Je me dis, je vais y aller cette fois-ci. Donc je me dirige assez naturellement vers une agence. Je me dis que je vais apprendre. Donc le marketing digital, c'est quoi ? C'est t'as des annonceurs, donc c'est des gens qui vont annoncer, ils vont montrer leur publicité quelque part, qui ont besoin de diffuser leur publicité sur différents canaux. Et donc notamment, il y a toute une vague qui est arrivée avec les réseaux sociaux où il y a plein d'emplacements publicitaires sur lesquels tu peux montrer des messages et qui convertissent assez bien. Donc c'est assez fréquent de trouver des clients via ces canaux-là. Et donc il y a en fait une suite d'agences qui sont venues expliquer aux marques comment faire cette publicité sur les réseaux sociaux. Donc moi, c'est ça que je voulais apprendre. Je voyais que c'était un truc d'avenir, et il y avait quand même une petite partie mathématique légère dans les calculs de combien tu as de ton ROI, de tes taux de clic, etc. Il y avait une petite partie chiffres qui m'intéressait. Donc je vais bosser en agence, j'essaie de trouver le truc le plus sympa possible. Donc j'arrive à trouver un truc en Australie, un poste qui avait été occupé avant par un autre HEC, enfin une autre HEC je crois, donc je vais remplacer quelqu'un là-bas, le poste il est déjà fait. Où ça en Australie ? À Sydney. Ok. Donc normalement je pars pour 6 mois. Je pars pour 6 mois, donc le projet de rêve. En plus là-bas, je suis d'ailleurs toujours très féru de sport de combat. Donc j'avais trouvé justement une gym juste à côté où je pouvais commencer à apprendre le MMA. Donc j'étais content de pouvoir. Enfin tout était parfait. Aussi j'étais fan de poker, on pourra en reparler, mais j'ai une petite époque
3 mois de ma vie où c'était mon activité principale. Ok. Et tu fais de la boxe anglaise aussi ou J'ai commencé par la boxe anglaise, d'ailleurs en école à HEC. Ok. Un truc pour lequel je dois remercier HEC de m'avoir permis de découvrir ça. Et maintenant en MMA plutôt. Je sais pas si je dois te proposer un sparring, je vois la taille de tes bras, si je m'en prends une, le combat est terminé. Mais... Ok. Et ouais, MMA, bon, j'en ai fait beaucoup, là j'en fais un peu moins parce que je me prépare plutôt pour le marathon. Mais sinon, avant j'en faisais beaucoup. Ok. Donc j'arrive en Australie, super chaud, et enfin trop bien, tout était parfait, je trouve un appart. Et là je découvre en même temps le travail d'une agence et le travail du stagiaire dans une agence. Donc le travail d'agence, en fait, c'est un business, c'est précisément pour ça qu'il y avait un problème, c'est que pour la plupart des mauvaises agences, c'est un business qui est construit sur les stagiaires. Je pense que c'est pareil en finance, c'est la même chose. En fait, tu factures ton TJM en faisant travailler un stagiaire que tu vas réussir à facturer un peu plus cher que la valeur qu'il apporte vraiment. Et du coup, TJM, juste tu peux... taux journalier moyen, Okay. combien tu factures au jour. Donc moi, je suis le stagiaire dans cette affaire. Donc je fais du tableau Excel, je fais des tâches un peu ingrates et j'ai du mal en fait à saisir pourquoi je fais les trucs. Et donc en fait, le résultat, c'est que je suis très nul dans mon travail. Vraiment, mais très nul. Je fais des erreurs je suis assez mauvais. Et donc je me prends un petit point de recadrage assez rapidement qui me met très mal, tu vois, qui me vexe dans mon ego parce que souvent, d'ailleurs, c'est un truc qui est caractéristique des gens qui ont fait des bonnes écoles ou qui ont bien réussi dans leur taf, c'est qu'ils sont pas habitués en fait à se faire réprimander. J'avais pas beaucoup échoué en fait. Académiquement ou même professionnellement, tout s'était bien passé, on m'avait dit que j'étais bon, et là j'étais nul, et on m'avait dit que j'étais nul, donc ça m'avait fait très mal. Donc, j'étais un peu vexé, ça passe, et après c'était une des raisons aussi pour lesquelles j'étais venu à Sydney, parce qu'il y avait j'étais très fan de musique électronique à la base, enfin à cette époque-là, et principalement du festival Ultra, je sais pas si tu connais. Non, c'est quoi comme style de musique? C'était en gros, c'est musique EDM, électronique, c'est genre Martin Garrix, David Guetta, les trucs très commerciaux à l'époque qui me plaisaient beaucoup. Et donc c'était le plus gros festival à l'époque, il y avait Ultra Miami et ils ouvraient pour la première année un truc à Sydney. J'étais là, mais c'est parfait et tout, je vais pouvoir aller vivre l'expérience de ouf. Il y avait mon artiste préféré qui passait là-bas qui était Martin Garrix. De l'époque, j'étais fan. Et donc ce festival a lieu quelques jours après ce fameux point réprimande. Qui est au bout de combien de temps du stage à peu près? 1 mois et demi, un truc comme ça. Tu fais vite remettre en ordre. Ouais, mais je méritais, je méritais la réprimande. Je passe le festival de ouf et à un moment je suis devant Martin Garrix et que je passe un moment incroyable et j'ai un genre de truc qui descend en mode mais c'était un dimanche, j'ai pas du tout envie d'aller au travail demain et non mais c'est fini, je vais plus faire ça. Donc je sors mon téléphone, j'écris un mail assassin et je coupe les notifications et donc je profite de la fin du concert le lendemain. Bon évidemment j'avais tous les appels en absence etc. C'est comme un mec qui te plante à 18h pour lundi 9h, enfin le lendemain quoi, donc irrespectueux de ouf. Je regrette largement la forme de ce truc là mais je regrette pas de l'avoir fait. Et donc là, du coup, je me retrouve en Australie sans travail. Donc c'est là en fait où j'ai dû accélérer un petit peu mes compétences sur le poker parce que fallait que je gagne de l'argent. J'avais quand même un peu joué. J'habitais à côté du casino de Sydney, qui s'appelle le Star Casino, dans lequel il y a beaucoup de débutants et de gens bourrés. Donc ça fait des très bonnes cibles pour gagner beaucoup d'argent quand tu joues pas trop mal. Et après, j'ai fini par rentrer en France et là, c'est là où j'ai commencé à faire d'autres trucs. Dont la pub Facebook, mais bref, je peux dérouler pendant assez longtemps. Donc, Non mais trop drôle cette histoire parce que les gens le savent pas, mais moi j'ai quelqu'un en fait avec qui je bosse qui s'appelle Karim qui me prépare mes interviews et je sais pas comment il arrive à choper des tonnes d'infos sur les invités, tu vois. Et donc dans la petite fiche qu'il m'a envoyée sur toi, il me dit la légende dit qu'il démissionne de son truc en Australie pendant un festival électro, tu vois. Je te jure. Je l'ai déjà dit ça. Bah apparemment, lui il est au courant en tout cas. Il remercie Karim. Oh Karim. Mais incroyable. Incroyable. Ok. Donc tu rentres à HEC, tu fais le master entrepreneuriat. Et là, dans les autres trucs de la fiche de Karim, il me dit qu'il y a un petit bad buzz avec une tribune des EcoStart où tu dis que HEC, le master entrepreneuriat, a d'entrepreneuriat que le nom, quoi. Qui est intervenu un peu après, et que je peux vous raconter l'histoire de cette tribune. Donc, on a pris une bonne traction avec Kudak, donc j'ai appris à faire du freelance Facebook Ads, ça s'est accéléré, je passe très vite sur les détails, et donc je commence à avoir 5-6 personnes qui travaillent, on gagne de l'argent. Et je me dis, il faut que j'accélère. Donc j'ai une bonne traction sur LinkedIn à l'époque, donc je partage beaucoup ce que je fais, enfin mon expertise, et ça me rapporte beaucoup de clients. Et je me dis, il faut que j'accélère, que j'aille encore plus fort. Et le meilleur moyen d'attirer les gros clients, c'est quand même d'aller dans la presse, les médias. Donc je me fais accompagner par une agence RP dont je vais taire le nom parce que ça va leur faire mauvaise pub sinon. Qui voit grave le potentiel et qui aime bien en fait le fait que j'ai ce background HEC, qui me permette, et que je sois un petit peu nuancé sur le sujet. À l'époque, c'était nuancé, c'était pas critique. J'avais pas encore fait descendre tous les trucs. Donc ils me disent, il y a un super, tu peux avoir plein de retombées si tu assumes cet angle-là. Donc ils me dégotent une tribune avec un...
je rencontre même pas la journaliste en fait. Hein. Je crois que c'était une journaliste. Et ils me disent, bon, tu peux écrire un petit truc sur ce que tu penses d'HEC et l'entrepreneuriat et son rapport à l'entrepreneuriat, pardon. Et ça va être publié dans les échos, des échos start. Donc j'écris un truc qui donne mon avis, tu vois, un avis assez critique, mais qui est pas assassin. J'envoie le truc à l'agence. Et l'agence gère les rapports derrière, etc. Je relis pas le truc qui sort derrière. Et notamment, j'avais pas choisi le titre de l'article. Et donc, en fait, eux, ils ont choisi ils ont pris une phrase, un bout de truc qui traînait, etc. Et le titre, c'était « À HEC, l'entrepreneuriat n'a une priorité que sur les brochures ». Donc, en fait, ça te met des lunettes sur le nez avant de « Ce mec est un putain de rageux, il va chier sur HEC ». Ouais. Tout HEC l'a lu. Tout HEC, des fondateurs de licorne, etc. Et tout qui m'envoyaient des messages, laisse tomber, tout. Et je vois cet article. Et je vais, mais je vais passer un temps à rattraper ma réputation sur ce truc-là. Ouais. En plus, et ce qui m'embêtait, c'est que ça empoisonnait le puits au début. C'est en mode, ce titre te fait lire tout le reste en mode, c'est un mec à le seum, c'est pas intéressant ce qu'il raconte. Alors qu'il y avait des vrais points quand même que je soulevais, tu vois, dans le... Et c'est un truc que tu avais dit, mais qu'ils ont placé en titre, quoi. En fait, qu'ils ont sorti de son contexte en mode, voilà, c'est ça le titre. Et du coup, ça a donné un peu le souffle, la vibe de toute l'interview. Voilà, c'est une des méthodes de certains mauvais journalistes, ou de journalistes un peu putaclic. Mais d'ailleurs, c'est pas forcément leur faute. Hein. Il y a beaucoup d'environnement de presse qui te force. En fait, tu dois faire du sens ça, sinon, tu n'auras pas d'argent, on te dégage. Donc, je leur en veux même pas à eux, en fait. Et donc, du coup, oui, ça empoisonne tout le truc. Mais je soulève, tu vois, des vrais sujets sur l'expérience que j'ai eue du master entrepreneur d'HEC. On n'a pas du tout été accommodant avec le fait que j'ai eu une entreprise avant de commencer le master. Et ça, c'est vrai. Et j'avais des vrais points et j'expliquais que, en fait, HEC aujourd'hui, le master entrepreneur, on associe le fait de faire une grosse boîte avec le fait d'avoir fait une très bonne école de commerce, dont HEC. Et je prenais la stage, je sais plus ce que c'était. À l'époque, il y avait 24 licornes et il devait y en avoir 6 ou 7 qui étaient passés par HEC. Et moi, ce que je questionnais, c'est quel a été le lien, la contribution d'HEC dans la réussite de ces entreprises. Et toute ma thèse, c'était de dire que c'était certainement pas à cause du master XHEC entrepreneur. Parce que ces gens-là, ils ont monté des boîtes beaucoup plus tard dans leur carrière. Probablement, pour la plupart, ils n'ont pas fait le master. Et en fait, ils se bénéficient plutôt de la marque HEC, du réseau HEC, et probablement aussi du fait qu'ils sont très bons. Mais c'est compliqué, tu vois, de faire le lien. Et donc, du coup, je posais ces trucs-là, et je disais juste qu'aujourd'hui, dans l'expérience que j'ai eue du master, à l'époque, et ça correspond. Je peux pas croire que ce master-là, en fait, aurait préparé ces gens, enfin, les ait aidés à construire ce qu'ils ont construit derrière. Malgré tout, j'ai quand même une expérience qui a été... je me suis un peu calmé, tu vois, sur le master XHEC. Ouais. Et il a quand même En fait, ma conclusion, pour finir là-dessus, c'est une très bonne introduction à l'entrepreneuriat pour les étudiants qui veulent apprendre ce que c'est. Et si jamais tu rajoutes juste un petit peu... une possibilité d'être accommodant pour les gens qui ont déjà des entreprises, t'en fais un master incroyable. Et à l'époque, c'était pas présent. Ça a beaucoup changé de président depuis l'époque où j'y suis passé. Donc peut-être qu'ils ont été un peu meilleurs là-dessus, mais à l'époque, j'étais pas le seul. Et ouais, là, dans l'endroit où on enregistre, le cofondateur de cette boîte, donc le cofondateur de Dimitri, on enregistre dans les locaux de Twin Power, a eu le même problème. C'était la promo juste avant moi. Ouais. Donc, et c'était lui qui avait un peu ouvert la voie. Et ils avaient essayé de le matraquer. Et comme ils m'ont matraqué derrière, et je pense qu'ils ont un peu compris quand même depuis. Toi, alors je rebondis juste sur le truc d'avant. Je pense que c'est un truc classique de la fake news. Enfin, pour moi, c'est le problème de la fake news. C'est la fake news a beaucoup plus de viralité que la vraie news, quoi. Ouais. Et ensuite, quand tu essayes, moi j'ai ce problème-là sur Twitter ou sur TikTok quand je me fais trash talk par les gars, c'est que une des stratégies énormément utilisées par ceux qui répandent des fake news, c'est t'essayes de te défendre et lui il te balance 5 trucs faux dans la gueule, tu vois. Il te balance 5 conneries et toi t'as pas le temps de répondre à chaque truc, tu vois. Et donc ce qui est bête et simple en fait est beaucoup plus viral et donc ça m'étonne pas qu'après ton truc, enfin c'est mort, tu peux plus te défendre, quoi. Tu peux plus te défendre et c'est fini, et quoi. Je crois que qu'il y a un nom, même c'est la règle de je sais plus trop quoi, donc je vais pas la déformer, mais c'est que ça prend 10 fois plus de temps de corriger quelque chose de faux qui a été dit sur toi que... exactement, et donc tu te fais engloutir parce qu'il t'en balance plein de trucs faux. Et parfois en essayant de te défendre, les gens disent en fait il est coupable, tu sais c'est encore pire. Donc, c'est ça. Pour ça qu'il y a des boîtes qui font de la gestion de crise, c'est parce que ça se gère d'une façon qui est pas du tout intuitive, ce genre de choses là. Même pour moi c'était pas vraiment une grosse crise, c'était petit, quoi. C'est très bien parce que ça a été minime. Et j'ai pas pris de grosses conséquences là-dessus, quoi. Ok. Aujourd'hui, je suis très fine avec tout le monde d'HEC et on a fait plein de trucs ensemble et tout le monde a compris. D'accord, ok. T'as réussi à t'en... Mais ça t'a pris du temps, du coup, de te remettre de ce truc-là ou... Ouais, et puis j'en ai pas vraiment souffert. Ça m'a pris du temps, mais en fait, j'avais pas de relation business engagée avec eux, etc. Ça m'a pas niqué, quoi. Donc, t'as pas eu cette étiquette à vie en mode lui, c'est le trash talker d'HEC, quoi. Le trash talker d'HEC, je pense qu'ils ont compris. J'ai fait plein de trucs avec eux à l'incubateur. Ok, d'accord. Tu vois, j'ai reçu Cédric Doumbé à HEC. Ça se passe bien, tout se passe bien. Tout se passe bien. Très bien. Du coup, parlons-en. Donc, tu as réussi à monter ta boîte
en même temps qu'être étudiant. Comment ça s'est passé concrètement ? Alors, j'ai quand même été d'abord freelance un certain temps, pendant au moins jusqu'au master XHEC. Donc j'ai monté moi pendant la 2e année de césure, parce qu'à HEC tu peux prendre une seconde année, et tu peux le faire dans pas mal d'écoles de commerce d'ailleurs aussi. Souvent tu l'utilises pour voyager. Moi je l'ai utilisé à la base parce que je voulais faire joueur de poker professionnel, et je me suis dit je vais essayer cette année-là. Et en fait j'ai abandonné le projet poker avant de commencer l'année de césure, qui du coup pour moi m'a fait une très très grande 2e année de césure, parce que j'avais arrêté au bout de 2 mois le stage d'avant. Okay. Donc j'avais beaucoup de temps. Donc je suis passé par plein de petits projets où je voulais faire un peu le start-upper, parce que j'avais découvert la vidéo d'Oussama à l'époque, qui était le seul truc qu'on pouvait trouver de qualité sur internet, les vidéos de The Family. Et donc je savais que je voulais monter quelque chose, et je suis tombé sur l'activité freelance, et j'ai monté la boîte est venue assez naturellement, parce qu'à un moment j'ai eu trop de clients à gérer, et je pouvais pas les gérer tout seul. Donc là je suis allé chercher un autre ami avec qui j'avais fait prépa, qui m'avait suivi à HEC, qui est aujourd'hui mon associé, qui m'a aidé, que j'ai formé sur cette partie-là, et qui est rapidement devenu bien meilleur que moi. Et ensuite, la boîte s'est accélérée naturellement. Mais en fait, comment j'ai fait ? J'ai fait le filou pour être sur le master XHEC, parce que j'ai essayé d'être accommodant, et j'ai plein de mails qui montrent ma volonté de dire est-ce que je peux faire le projet startup sur ma boîte, et des mails où on me répond, mais je l'ai déjà montré dans une vidéo YouTube, là, celle que j'ai faite sur HEC, où on me répond que c'est pas possible et qu'on va me virer. Donc du coup, je me suis dit ok, bon, il n'y a pas possibilité de négocier, vas-y, je vais filouter. Donc c'était l'année Covid. Ouais. Donc j'ai pu faire comme je pouvais pour passer entre les cours, aller juste aux trucs importants, valider les projets, etc. Et je suis désolé pour tous les gens avec qui j'ai eu des projets de groupe pendant toute cette année-là. Ouais, okay. C'était pas du tout contre vous, mais j'avais choisi mes prios. Et donc en fait, je l'ai plutôt monté en marge d'HEC, c'est-à-dire grâce au temps que je me suis libéré en n'allant pas aux cours, en allant juste aux trucs importants, que grâce à HEC. Donc là, le truc s'est accéléré. Et nous, c'est LinkedIn qui nous est arrivé à Bâle. Ok. Donc c'était quelle année ça ? 2020. LinkedIn, ça commençait déjà, les influenceurs LinkedIn et tout ça ? C'était le tout début. J'étais même pas la première vague, et ça, les gens qui sont sur LinkedIn le savent. J'étais la seconde. La première vague, le porte-étendard, c'était Grégoire Cambato. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Non, mais attends, le mec que je croyais être la première vague, c'est Putain, je sais plus, Pierre-Louis ou je sais pas, ou un nom... Thibault Louis. Thibault Louis, c'est la vague après moi. Ah ouais, c'est après toi ? Oui, ah ok, d'accord. C'est la vague après moi. Ah, je croyais que c'était un des piliers du truc, moi. Ok. Ouais, non, mais après, il y avait peut-être des vagues un peu avant, parce qu'il y a aujourd'hui des macro-influenceurs qui sont là depuis très très longtemps, genre 2015. Mais l'utiliser pour le business, la première personne à le faire vraiment at scale, c'était Grégoire Cambato avec Germinal. Ok. Et aujourd'hui, il a combien d'abonnés, ce mec ? Il fait plus, il partage plus, il a changé de boîte. Ok, d'accord. Il fait autre chose. Mais il a 100 000. 100 000, ok. Encore 100 000 abonnés, mais il les avait montés, lui, à l'époque où il n'y en avait pas beaucoup qui en avaient 100 000. Toi, t'es à 80, c'est ça là, je regardais, non ? Ouais, je regardais même plus, 78, okay. 75, je sais plus. Et donc, tu as commencé à scale sur LinkedIn. Ok. Et à raconter ton histoire sur LinkedIn à ce moment-là. Oui, que j'ai vu comme un canal d'acquisition, en fait, pour être très simple. C'est aujourd'hui, bon, déjà, non seulement j'ai pas du tout confiance en moi pour décrocher mon téléphone et dire est-ce que tu veux que je gère tes campagnes Facebook, mais en plus, je vois qu'il y a un potentiel de mettre en place une stratégie de contenu. Donc, ça veut dire de partager des choses intéressantes et espérer que peut-être les personnes qui trouvent ça intéressant aient envie de te contacter derrière. Pour du B2B, agence. Et agence, c'est pas un truc très drôle en fait, l'agence de base. Ouais. Et c'est pour ça que ça a aussi bien marché, c'est parce que personne ne l'avait vraiment poussé aussi loin que ce que j'ai fait. C'est-à-dire de prendre ton nom propre, de dire ok, je vais monter une boîte qui est une agence, voici ce que je fais tous les jours, et là ça fait 4 ans. Et du coup, aujourd'hui, ça nous fait un pilier de boîte qui est hyper puissant et qui drive des clients, mais aussi des candidats. Donc on n'a pas les problèmes classiques que peuvent avoir une entreprise sur ces sujets. Ok. Alors ça, c'est hyper intéressant. On va en parler juste après de toute cette notion de built-in public et de comment tu te positionnes un peu dans la création de contenu. Avant, ouais, je voudrais qu'on parle un peu plus en détail du coup de Kudak. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que Kudak ? Ouais. Donc Kudak, c'est une agence d'acquisition. Donc moi, j'aide les clients à communiquer sur toutes les régies publicitaires digitales. D'accord. Donc on parlait de Facebook, c'en est une. On peut aussi faire de la pub sur Snapchat, TikTok, sur Google. Donc moi, je prends toutes ces régies-là, ça s'appelle des régies. Et j'aide les annonceurs à obtenir le meilleur ROI possible et à travailler les transformer ça en canal de croissance. Donc ça, c'est ma boîte de base. Mais Kudak, c'est le nom aussi, c'est ça qui est un peu confusant pour les gens. Ouais. C'est aussi le nom de l'écosystème d'agence que je suis en train de créer. Donc D'accord. on n'a pas trouvé de nom. Il y a Kudak et Kudak Group. On ne sait pas encore si on va faire un nom différent. Je pense que pour l'instant, ça va. Et donc dedans, il y a 5 agences. Et donc moi, mon travail à titre personnel en tant que CEO de ce groupe-là, c'est de faire fonctionner chacune des boîtes et d'élargir l'écosystème, donc en rajoutant des experts. Donc je sais faire de la pub. Moi, je vais apprendre à faire des sites internet, par exemple. Ça, c'est un truc qu'on n'a pas. J'ai une boîte qui fait des stratégies d'email marketing, par exemple. Et je vais compléter l'écosystème comme ça.
Ok, donc tu as une holding qui s'appelle Kodak Group qui a 5 boîtes. C'est presque comme ça, mais là, je vais perdre tout le monde si je rentre dans les. Ok, d'accord. Alors on va parler après un peu plus en détail des différentes boîtes. Est-ce que tu peux expliquer simplement comment marche la publicité sur Internet, la publicité ciblée, du coup, comment ça marche? Bien sûr, parce que c'est un business model qui aujourd'hui, toutes les plateformes online, tous les réseaux sociaux fonctionnent comme ça. Et c'est un peu en train de changer, d'ailleurs, on en avait parlé un peu en préparant cette interview, mais en gros, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a eu du coup l'émergence ces 20 dernières années des réseaux sociaux. Aujourd'hui, ça semble standard pour tout le monde, mais il y a 20 ans, ça n'existait pas. Ouais. Donc en gros, tu vas capter de l'attention de l'utilisateur avec du contenu pertinent. Et donc c'est pour ça qu'on parle d'engagement sur les réseaux sociaux. Donc souvent, c'est ça qui est générateur de valeur pour une entreprise, c'est est-ce que tes utilisateurs ils sont engagés. Donc la prouesse d'un Instagram, avant tout, c'est d'avoir mis toutes ces personnes au même endroit qui consomment l'application pendant 10, 20, 30 minutes, 1 heure, 2 heures par jour. Par engagement, tu entends commentaire ou like d'un contenu ou consommer un contenu. Je suis engagé sur une plateforme, donc je suis dans une relation d'engagement avec la plateforme. D'accord. Et il y a en effet tout ça qui sont des sous-catégories d'engagement. Il y a plusieurs types d'engagement. Et donc, d'abord, les premiers challenges de ces plateformes, c'est pour ça qu'elles ont levé beaucoup de fonds, c'était de construire un produit qui génère de l'engagement. Et ensuite, rapidement, quand il a fallu gagner de l'argent, ils se sont dit, super, j'ai l'attention de tout le monde. Qui est prêt à me donner de l'argent en échange de cette attention-là? Donc là, ils sont allés voir toutes les grosses marques et pour leur dire, écoutez, vos clients, vos prospects, ils sont sur ma plateforme. Donc vous pouvez faire de la pub sur ma plateforme, mais juste, je vous facture un certain nombre d'argent. Et donc là, en gros, tu payes aux impressions, tu payes pour être imprimé dans le feed des utilisateurs, parce que potentiellement, ça va te permettre de trouver des nouveaux clients. Ça, c'est du côté marque. À ce stade, rien de nouveau par rapport à de la publicité que tu aurais sur Koh-Lanta ou la Nouvelle Star ou quoi. C'est la même chose. Et la grosse nouveauté là-dedans, c'est quoi? C'est qu'en fait, avec toutes les datas que tu as sur les personnes qui sont sur Instagram, par rapport à qu'est-ce que tu likes, ce que tu as rentré comme information, quel comportement tu as sur la plateforme, même les comportements d'achat que tu as sur les sites derrière. Pendant longtemps, c'était possible de regarder ça. Eh bien, ça te permet de te mettre dans des catégories. Donc, toi, Jocarise, peut-être que tu aimes la création de contenu, etc. J'ai une marque, j'ai un sous-logiciel qui permet d'enregistrer des podcasts. J'ai ces infos. Je vais dire à Facebook, permets-moi de cibler des gens comme Jocarise. Et tac, je te prête à donner de l'argent. C'est un public hyper qualifié, donc je suis prêt à le payer cher. Et c'est pour ça que du coup, les GAFA gagnent autant d'argent. Ok, donc ça c'est hyper intéressant. Et si on essaye d'aller encore plus loin, est-ce que tu penses que, justement, donc ce modèle où un Google te file Google Maps et te dit je te file un service qui est gratos et en échange je collecte de la donnée sur toi et je revends cette donnée-là, donc c'est pour ça que je suis prêt à te... Voilà, comme on dit, si t'as un service que tu as gratuitement, c'est que le prix, c'est toi. Ouais. Et du coup, est-ce que ce modèle-là, pour toi, peut mourir dans les prochaines années? Parce qu'on voit que il y a la RGPD qui s'est mise en place, le régulateur commence de plus en plus à mettre son nez là-dedans et peut-être à saouler Mark Zuckerberg sur les données qu'il chope. Et est-ce qu'on pourrait aller transitionner vers un modèle qui soit un modèle d'abonnement qu'on a sur un Spotify, YouTube est en train de mettre en place le YouTube Premium, ou à la Netflix, quoi, tout simplement. Alors il y a plusieurs points dans cette question. La première chose, c'est que c'est l'éléphant dans la pièce, les réseaux sociaux ne deviendront jamais payants, de manière générale, ou pas tous, je ne pense pas. Parce qu'en fait, le problème, c'est ce dont on parlait au début, c'est que tu ne peux pas avoir d'engagement. Si je te dis, pour aller sur ma plateforme, tu dois payer 5 balles, je perds 99% des gens. Donc en fait, je vais devoir toujours avoir une phase où mon truc sera gratos si je fais une app consumer. Donc, c'est-à-dire que pour le consommateur, je veux qu'elle soit utilisée. Donc ce truc-là, il y a deux phases. Il y a l'engagement et la monétisation derrière. Ensuite, sur les biais de monétisation, je pense que c'est plutôt un appel, toutes ces mesures là sur la donnée qui devient de plus en plus dure à récolter côté entreprise, à repenser des nouveaux modèles de monétisation. C'est pour ça que maintenant sur Instagram, tu peux payer une certification, sur Twitter, même chose. Donc ils cherchent des nouvelles... Sur LinkedIn aussi, ils l'ont mis, ouais. Ouais, je l'ai même pas encore fait d'ailleurs. Ouais, je l'ai pas fait, moi, parce qu'il y a écrit Jocarise dans mon nom, donc ça leur fait péter un câble. Ils se disent, il n'existe pas ce mec. Ça. Ouais. Donc tu peux trouver d'autres façons de monétiser l'attention. Mais après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui est en train de mourir, c'est pas la collecte de données, c'est la façon dont on l'a toujours fait. Donc, je ne vais pas passer sur le détail, mais il y a un cookie dans ton navigateur qui va prendre tes informations et qui va constituer un profil sur toi. Aujourd'hui, c'est pour ça que Meta etc. et similaires investissent autant dans l'IA. C'est parce que, en fait, avec des intelligences artificielles, tu peux prendre des groupes de personnes, tu peux créer des cohortes, et sans les identifier individuellement, tu vas pouvoir les catégoriser et dire, lui fait partie du genre de personnes qui se comportent comme ça, sans que je puisse dire, c'est tel IP, il s'appelle Marc, et tout. Donc tu peux quand même fournir de la data intéressante pour les annonceurs. Et ça, parce que moi, t'imagines que quand j'ai vu des trucs comme ça, moi je suis l'agence. Ouais. Donc si le business meurt, je meurs aussi. Ouais, tu serais au courant. Ouais, t'as regardé ça d'assez près. D'assez près, exactement. Ouais. Et je me suis dit, en fait, moi, comment je vais le mesurer, c'est est-ce que l'argent que mes clients mettent dans la plateforme Facebook pour obtenir des clients, est-ce que le ROI descend? Et aujourd'hui, le ROI ne descend pas. Parce qu'ils ont trouvé des nouvelles solutions d'intelligence artificielle, ils ont fait travailler tous les ingénieurs sur des solutions de ouf qui te permettent aujourd'hui de continuer à monétiser cette attention qu'ils ont. C'est pas dit qu'ils trouvent
qui trouvent pas des nouvelles façons de monétiser. Mais en fait, aujourd'hui, leur enjeu, il est pas vraiment là-dessus pour les GAFA, il est sur trouver des formats, enfin, pas perdre l'attention. C'est pour ça que TikTok est très dangereux pour un méta. C'est parce que, en fait, la bataille, elle se joue sur l'inventaire publicitaire. C'est quoi l'inventaire publicitaire? C'est celui qui a les utilisateurs, c'est celui qui peut vendre de la pub. Si TikTok vient créer un nouveau format que les gens kiffent, tout le vertical, et qui prend tous les utilisateurs du vertical, tous ceux qui consomment des trucs sur TikTok, eh bien, il lui seul peut diffuser de la publicité sur cette plateforme. Et c'est pour ça qu'Instagram a fait si vite les Reels. C'est parce que, en fait, c'est pas vraiment pour aller conquérir des nouvelles personnes, c'est pour faire en sorte que les utilisateurs d'Instagram ne partent pas sur TikTok. Ouais. YouTube, pour qu'ils gardent leur inventaire. Et là, maintenant, ils ont réussi parce qu'ils ont endigué totalement la menace TikTok. Les gens, ils partent plus sur TikTok. Et les chiffres sont bons. Et c'est pour ça que le cours de bourse de Meta est en train de péter. Ils ont fait la remontada du siècle. Tu regardes le cours de bourse, je crois qu'ils ont eu le record pour le plus d'argent qui a été détruit en une journée, il y a 2 ans. Et là, maintenant, tu regardes le cours, il est revenu. Remontada. Parce qu'il y avait eu un drama aussi il n'y a pas longtemps sur Meta, comme quoi ils avaient laissé un chiffre faux de 900% qui estimait l'impact de la publicité targetée. Non, t'as pas vu passer J'ai pas vu ce chiffre. T'as vu ce truc-là? Ok, d'accord. Moi, j'avoue, ça m'intéressait de voir. Il y a d'autres boîtes, tu vois, qui ont... Enfin, il y a un peu cette vision-là de se dire peut-être que la pub targetée était un peu... l'impact était surpricé un peu dans le marché. Et il y a eu des boîtes, je crois que c'est Procter & Gamble qui a dit qu'il retirait 200 millions de campagnes pub digitales, tu vois, pour l'allouer à d'autres budgets. Donc voilà. Mais toi, en tout cas, de ton côté, je vois ce que ça veut dire. En fait, la notion derrière ça, c'est la notion de cannibalisation. Ouais. C'est-à-dire quand je dépense en affichage dehors, donc je paye pour être sur un billboard, je dépense à la télé et je dépense sur Facebook, et qu'il y a quelqu'un qui achète chez moi, c'est grâce à qui qu'il a acheté. Ça, c'est très compliqué à modéliser. Ouais. Et c'est tout un sujet, ça s'appelle l'attribution d'une conversion. Et le problème de ces boîtes-là, Procter, etc., c'est qu'elles sont partout, elles dépensent partout. Et donc, en fait, aujourd'hui, elles se demandent, si je coupe Meta, est-ce que mon business il reste le même? Donc, il y a de fortes chances que ça diminue. Mais en fait, ils vont mesurer. C'est pour ça qu'il y a plein d'outils qui existent pour mesurer. Ça s'appelle l'incrémentalité. C'est-à-dire, quand je diffuse sur Facebook, combien est vraiment attribuable à Facebook? Et j'imagine que des boîtes qui dépensent autant d'argent ont énormément de problèmes là-dessus. Ouais, c'est hyper complexe de quantifier le truc. J'ai un autre exemple à te donner. J'ai vu un truc où Alliance expliquait, tu vois, une campagne publicitaire qu'ils ont fait. Et juste à la fin de la pub, tu fais une interview des gars qui ont vu la pub. Et il dit, du coup, la pub, c'était pour qui, tu vois? Et c'était en France. Et les gens, ils disent, c'était un assureur, il commence par un A. C'était AXA, tu vois. Et donc, en fait, ils font de la pub et ils se rendent compte qu'ils ont fait la pub pour, tu vois, leur concurrent principal, quoi. Donc, je pense que c'est un truc assez complexe, quoi, de comprendre... de comprendre ce truc-là, et on en est au début, tu vois. Et puis moi, je vois bien sur les trucs de créateur économie, à quel point tu dois évangéliser les clients, justement sur ce truc de ça fait moins de vues, mais tu as un engagement beaucoup plus fort. Par exemple, sur Twitch, tu as un engagement beaucoup plus fort de tes viewers que sur Koh-Lanta, typiquement, quoi. Donc, ok, donc hyper intéressant. Donc ça, c'est sur Kudak. Et tu as 27 ans, ça, je me suis pas gouré en intro? 26. 26 ouais. Ah oui, il est insolent, le garçon. Ok. Et donc, tu as déjà 5 boîtes, du coup, aujourd'hui, dans le groupe. Ouais. Alors, c'est pas la compète. Le nombre de boîtes, bien sûr. Ouais, mais parce qu'il y a des gens, c'est leur argument commercial. J'ai 10 boîtes. Ouais, bref. Bon, je vais pas me lancer là-dessus. Mais j'en ai 5, mais je suis pas majoritaire dans les 5 boîtes. Je suis actionnaire de 5 boîtes. Ok, tu es actionnaire de 5 boîtes. Voilà. Donc, elles font quoi, les autres boîtes, à part Kudak? Alors, il y en a 5 au total. Bon, il y a le Kodak qui fait l'acquisition. J'ai mon studio créatif qui s'appelle Le Labo, qui produit tous les assets visuels dont on va avoir besoin. Donc, la pub qu'on va diffuser, la petite vidéo et tout. J'ai des équipes qui savent faire ça. Là, je crois que mon graphiste bosse pour toi. C'est pas Enzo. vrai. Ouais. Celui qui fait les miniatures? Ouais. Alors, oui, bon, c'est pas exactement ça. Il bosse pour ma chaîne YouTube qui est... Ok, excuse-moi. Mais il est dans la mafia, en tout cas. Il est quelque part. Super. Okay. Et il est très bon, d'ailleurs. Troisième chose, on a Linker, donc ça fait de la marque personnelle. Donc la marque personnelle, c'est tout le truc que moi j'ai utilisé sur LinkedIn pour faire grossir ma boîte. Bon, on le propose à tous les fondateurs de boîtes qui ciblent à peu près les mêmes clients. Marque personnelle, c'est le mot français pour personal branding, c'est ça? Tu peux dire réputation à la place. Ok. Je travaille ta réputation. Mais tu travailles ta réputation en tant qu'entreprise, en tant qu'entrepreneur? En tant qu'entrepreneur. Ouais, moi, je travaille la réputation des gens, pas des entreprises. Avec Linker, du moins. Ensuite, j'ai une boîte qui fait du CRM. Donc CRM, c'est Customer Relationship Management. C'est en gros, une fois qu'une personne a fait un achat chez toi, ça ne s'arrête pas pour une entreprise. Tu as plein de stratégies qui consistent à lui envoyer le bon mail au bon moment pour lui parler de ton nouveau produit, etc. De faire des flows. Donc des flows, c'est des séquences d'emails qui vont te permettre de convertir un prospect en acheteur. Donc là, tu es concurrent d'un Salesforce ou d'un truc comme ça, quoi? Non, j'utilise Salesforce. Moi, je suis l'agence, je donne le cerveau. Je ne donne pas des produits. Donc, je n'ai pas construit un CRM, mais j'ai une agence qui aide les gens à bien se servir des CRM. Parce qu'il y a toute une expertise à part entière qui consiste à bien utiliser ces outils pour qu'ils te rapportent de l'argent. Ok. Et donc, une boîte qui s'appelle Standard Ecom chez moi qui fait ça.
Et la toute dernière, c'est une boîte, donc ça va peut-être un peu plus te parler, ça s'appelle Netcord, et c'est de la création de communautés Discord. Donc c'est pour les créateurs de contenu et pour les boîtes un peu communautaires. Donc ça va être pour les clubs de foot, les événements, genre on a fait le festival de Cannes en client, tous les gens qui ont besoin de rassembler à un endroit. Et donc on se sert de Discord et des fonctionnalités pour rassembler les communautés à un endroit. D'accord, et ça c'est un vrai métier aussi. Enfin, je veux dire, c'est pas la boîte peut pas le faire tout seul de se dire on monte un Discord ou un groupe WhatsApp géant ou je sais pas. Voilà, c'est que des expertises qu'on voit qu'elles sont très rares sur le marché et elles sont très utiles. Et donc à partir du moment où on a ça, on fait une agence dessus. Ok. Tes plus gros revenus, ça reste Kudak dans tout ce truc-là. Kudak, c'est entre 35 et 40% du revenu Non, les autres boîtes marchent très bien. C'est la deuxième, ça serait quoi? C'est Linker. Ok. Linker, moi ça fait Kudak, Linker, Labo, Standardicom, Netcord. Les entrepreneurs, ils ont assez de thunes pour te payer du conseil en personal branding. Du coup, ils ont un budget à dépenser là-dessus, quoi. Ouais, c'est quel budget publicitaire en fait, budget market. Et dans le personal branding, t'inclus quoi? C'est genre leur post sur LinkedIn T'as de la rédaction de post, t'as des relations presse, ça peut être la création d'un podcast, d'une chaîne YouTube, on fait toute la prod. En fait, on déploie des stratégies à l'année pour en fait faire passer un message sur toi, te créer un peu d'entrant d'un point de vue lead. Mais c'est des trucs qui prennent beaucoup de temps, quoi. Comme ça m'a pris beaucoup de temps pour moi. Ok. T'as monté un podcast, ça s'appelle Road to 10 Million. Du coup, là, si je dis pas de bêtises, t'es à 4,5-5 millions à peu près en annualisé de chiffre d'affaires. Ouais. Ça, c'est juste Kudak ou c'est l'ensemble des 5 du coup? C'est l'ensemble des 5. Ok. Ouais. Donc c'est au niveau de Kudak Group du coup. Ouais, c'est ça. Bon, tu retires 1 million à peu près, un peu moins d'1 million pour, si tu veux, juste Kudak. Mais donc c'est plus de 35% du coup Kudak. Non. En fait, bon, c'est là où il fallait rentrer dans le système d'entreprise, c'est-à-dire que j'ai Netcord et Standardicom qui sont sur une holding, qui sont détenus par une holding à côté. Okay. Et en fait, au capital de Kudak, c'est là où c'est plus dur. Il y a moi, le fondateur du studio, et le fondateur de Linker. Donc quand je dis Kudak, en fait, je parle de la structure Kudak. D'accord. Qui n'a pas que l'activité Kudak, mais je pense que c'est pas très important que d'accord. Les gens connaissent les détails. Pas de problème. Du coup, ça m'a perdu. Je sais plus ce que je voulais voir avec toi. Tu parlais des boîtes, des entrepreneurs. Donc les 5 boîtes, 5 millions de CA. Donc l'objectif 10 millions, c'est le Road to 10 million. Tu vas nous le faire quand c'est pour 2024 que tu veux annualiser à 10 J'ai construit mon BP pour novembre 2024. D'accord. Mais ça serait ambitieux. C'est très très ambitieux. Ouais. Parce que donc là, tu fais quoi 400, j'ai vu 400K 417. Par mois. Ouais. Propre. Mais tu continues à avoir une belle croissance ou... Ouais, on continue à grossir, ouais. Il y a des mois qui sont random un peu ou... Ouais, il y a toujours des mois. 417, c'est mon pic. Tu vois, donc c'est en novembre 2023, parce que novembre, c'est là où il y a Black Friday, les achats de Noël. Ouais. Donc quand tu es une agence ads, donc pub, tu es content dans cette période-là. Et à l'inverse, j'imagine, il y a des mois morts, non Voilà, c'est ça, mais comme il y a des saisons comme tous les business, c'est pas les chiffres par mois sont pas tout le temps linéaires, enfin même pas du tout linéaires. Ouais. Donc moi, le but, c'est pour ça que c'est en novembre 2024, parce que ça sera ma saison forte de l'année d'après. D'accord, et à chaque fois, tu compares le mois au mois de l'année d'avant ou à un mois comparable. Je fais month on month, la croissance. Month on month, ok. Une autre particularité de Kudak, c'est que vous êtes 65 personnes en ce moment en remote, c'est ça? Tout le monde est en remote? Yes. Comment ça marche ça? Eh bien écoute, j'ai toujours beaucoup de mal à l'expliquer, parce que ça marche, mais c'est toujours très surprenant pour les gens qui travaillent en physique, dans des locaux. Mais écoute, tout est très bien organisé, on a une suite d'outils qui nous permettent avec Slack, Notion pour ceux qui connaissent, Loom, Google Meet, et enfin tu peux très bien faire tourner une boîte, ou du moins une agence, à distance. Et ouais, en fait, j'ai beaucoup de mal, moi, à expliquer pourquoi ça marche. Parce que tu pourrais te dire, tu vois, quand tu es en remote, peut-être tu as moins de sentiments d'appartenance, tu as peut-être moins de feedback sur le travail que tu fais, c'est peut-être un peu plus froid. Une demande, c'est un mail, un machin, un chat. C'est peut-être un peu plus froid aussi, peu impersonnel. Okay. Et surtout, moi, le problème que je verrais, c'est qu'on s'en est rendu compte, tu vois, dans les banques, quand tu es passé en mode, OK, full télétravail, c'est trop bien le télétravail, je peux me faire mes machines, en même temps je bosse et de ça, je suis trop efficace. On s'est rendu compte qu'en fait, juste l'information circulait plus, quoi. Tu n'étais plus au courant des projets, des petits trucs, des petits non-dits, des tensions qui se mettaient. Surtout l'aspect politique, ça devenait beaucoup plus compliqué, quoi. Ouais, et ça, je trouve que c'est le problème des boîtes physiques qui sont passées en remote. Les boîtes qui ont tout le temps été remote, ce qui est notre cas, ça n'a jamais été le cas parce qu'en fait, il n'y a jamais eu de bruit de couloir, de trucs comme ça. Donc en fait, on a toujours fonctionné comme ça. Le sentiment d'appartenance, YouTube contribue beaucoup au fait que je documente, au fait que ça fait partie de la culture de boîte. On se voit aussi quand même très souvent. Tu vois, tous les mois et demi, tu as un cowork, tous les trimestres, tu as un team building où on se regroupe tous ensemble. Il y a plein d'autres petits événements tout au long du trimestre. En fait, tout l'argent qu'on économise dans les locaux, on le met dans des events pour faire kiffer les gens. Donc du coup, il y a un fort sentiment d'appartenance quand même chez Kudak, même si on ne travaille pas tout le temps ensemble au quotidien. Et pour la partie dont tu parlais, qui était l'accompagnement, le management, en fait, le management fonctionne très très bien. Tu peux t'appeler sans problème, tout marche.
On n'a aucun problème là-dessus. Alors, le seul truc qui est difficile, c'est pas vrai qu'il n'y a aucun problème. Mais il y a des frictions qu'on arrive à bien calmer. Il y a en effet, le seul truc qui est un peu plus dur en remote, c'est de voir quand une personne ne va pas bien. Ouais. Et donc ça, pour le coup, c'est un truc sur lequel il faut avoir des process. Tu vois, c'est pour ça que j'ai pris une RH très très tôt dans la boîte. Genre, on était 12 ou 13. J'ai directement recruté une RH, alors que souvent, tu as des boîtes qui ont 70 personnes, elles n'ont pas de RH. C'est pour pouvoir prendre la température souvent, avoir une suite d'indicateurs que je suis trimestriellement sur comment vont les gens chez moi. Mais du coup, le schmilblick s'organise assez bien quand même. T'as pas eu de merde, de burn-out, de machin globalement, tu trouves que c'est contrôlé quoi? Bah, pour l'instant, je touche du bois, ça se passe assez bien. On a NPS quand même. Donc, on mesure NPS, c'est Net Promoter Score. Ok. Qui est de. Alors, il est au-dessus de 80 parce qu'en fait, je veux toujours qu'il soit au-dessus de ça. Ça se calcule comment? Ça se calcule, tu demandes de 0 à 10 à quel point est-ce que tu recommanderais à quelqu'un de venir travailler chez Kodak. En fait, un acte d'ambassadeur, tu lui poses une question comme ça. S'il répond 9 ou 10, il est ambassadeur. S'il répond 7 ou 8, il est neutre. Et s'il répond en dessous, c'est un détracteur. Donc tu prends tes votes positifs moins tes votes négatifs, tu fais un pourcentage. Enfin, le pourcentage. Tu as une petite formule de calcul qui te permet de dire que, en fait, on dit souvent que quand tu as un Net Promoter Score qui est au-dessus de 20 ou 30, c'est très très bien. Donc, nous, et toi, il est à 80. On mesure bien, ouais. C'est NPS équipe. Ouais. C'est full anonyme. 100% anonyme, ouais. Ok, et les gens y croient parce qu'il y a le fait que ce soit anonyme et il y a le fait que les gens y croient vraiment et se sentent libres du truc, mais t'as l'impression que c'est le cas. Nous, on y croit parce qu'ils nous disent quand il y a des dingueries. Donc, on a une partie mesurée. Donc il y a des dingueries parfois, ok, donc il y a des dingueries, donc les gens se sentent libres de balancer des dingueries. Ah ouais, quand ils sont pas contents, ils nous le disent. Ok. Plein d'occurrences. Ok, top. Et c'est vrai que t'arrives à fédérer à créer ce sentiment de culture et à fédérer justement tes employés. Je vois des trucs passer où vous faites des teufs de la boîte, où toi tu mixes et tout ça. Donc il y a pas mal d'événements du coup que tu fais. Ok. Genre quoi par exemple, j'ai vu c'est la soirée quoi, c'est un truc annuel ou c'est un week-end, une sorte de séminaire où tu remets des prix ou des trucs. C'était justement la fameuse soirée trimestrielle, le team building là dont je parlais juste avant. En fait, tous les trimestres on se regroupe en physique et on essaie de passer un moment sympa. Donc souvent tu passes une nuit. Tu dors et ça veut dire que tu as une soirée. Donc il faut que tu organises ta soirée bien. Et à chaque fois, on essaie de faire des trucs un peu originaux. Et donc là, la dernière fois, je me suis inspiré un peu pour ceux qui connaissent le Boiler Room, donc, qui est un concept, je crois, anglais, où tu as le DJ qui est au milieu et la foule qui est autour. Et ça donne une soirée assez sympa. Donc on a mis des caméras pour filmer et tout, c'était cool. Et le problème, c'est qu'on avait personne qui savait mixer. Donc du coup, j'ai appris à mixer j'ai réappris à mixer parce que moi, j'étais DJ aussi à HEC, je mixais au pot le jeudi. Et donc j'avais tout oublié, donc j'ai réappris à mixer pour l'occasion. Donc on a passé une soirée de ouf là-dessus. On fait aussi une remise de prix qui récompense justement la culture de boîte. À chaque fois on a 4 valeurs dans la boîte et on donne des rewards pour les personnes dont on estime qu'elles représentent le mieux la valeur. Donc c'est quoi les 4 valeurs? Tu as fuck the average, donc nique la moyenne en français. Elles sont toutes en anglais parce que vraiment en français c'était... T'inquiète, tout TikTok va me tracher mais t'inquiète. C'était claqué, on sera ensemble. Fuck the average, own it, donc prendre responsabilité. Cut the crap. Donc bullshit pas. Et la dernière c'est alors toujours dur, give first, fuck the average, own it, et fuck the average, own it, cut the crap, give first. J'ai dit give first? Non, j'ai pas dit give first, ouais. J'ai oublié give first, voilà. Bon et give first c'est je pourrais l'expliquer longtemps. Gift first? Give first. Give Donne first. d'abord. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Là c'est là où je peux rentrer dans une explication. Ça vient d'un bouquin qui s'appelle Give and Take, qui a été écrit par Adam Grant, qui met le monde dans 3 catégories de personnes dans le rapport aux autres. Il dit t'as les takers, c'est-à-dire ceux qui cherchent à ponctionner le max possible et rien te rendre. Je pense qu'en banque, c'est là où t'as une grosse concentration des mecs comme ça. T'as les matchers, c'est-à-dire ceux, quand tu leur as donné un truc, ils font en sorte qu'ils veulent te rendre pareil. Il faut toujours que le deal soit égal. Et t'as les givers. Les givers, c'est ceux qui vont se balader dans ce monde en donnant le plus possible aux gens. Et toute la théorie du bouquin, c'est de dire que les gens qu'il arrive le plus de choses positives dans ce monde sont les givers. Et il explique pourquoi, etc. Donc c'est pour ça qu'on a mis Giffers, c'est parce que c'est un gros problème des agences que j'ai expérimenté en Australie. Et je voulais que ce soit dans la culture, quoi. Donc on donne des trophées pour dire tout de suite très Giffers. Trop bien, hyper intéressant comme concept. Et tu penses pas que t'as des Giffers qui se font niquer toute leur vie? Si, parce qu'il y a une exception au Giffers. C'est quand t'es entouré que de takers. Exactement. Je connais très bien cette histoire. Je débrieferai pas plus là-dessus. Ok. Autre particularité, dans les profils que tu emploies, j'ai l'impression que tu emploies beaucoup de profils assez jeunes. Est-ce que c'est parce que tu penses qu'ils ont une meilleure compréhension des réseaux ou pourquoi c'est le cas? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, c'est pas un choix volontaire, mais c'est un choix qui, dans la pratique, se vérifie parce que il se trouve que quand tu recrutes à la compétence sur des métiers de marketing digital qui changent tout le temps, les gens qui s'adaptent le mieux, ça peut être des gens plus jeunes que d'habitude. Tu as des gens qui peuvent être brillants et qui ont des niveaux de mecs qui ont 15 ans d'expérience, ils ont 28 ans. Donc ça, c'est hyper précieux.
Et seconde chose, on a tendance à remarquer que les gens qui collent le mieux à la culture de boîte qu'on défend, c'est des gens qui sont pas trop vieux. Donc maintenant, on va parler de la partie créateur économie et notamment de ce qu'on appelle le built-in public. Bon, j'imagine que le mot, le terme parle de lui-même, mais en gros, built-in public, ça consiste à faire ta boîte à ciel ouvert et à informer tout le monde sur ce que tu fais. Moi, je crois de ouf là-dedans, en fait, et je fais énormément ça sur ma boîte parce que je considère que l'attention, et surtout de l'attention, tu vois, de ceux qui ont des profils, tu vois, qui font des boîtes d'entrepreneurs et tout ça, a énormément de valeur, tu vois, et que cette attention va être un peu l'or digital, en gros, du 21e siècle, quoi. Toi, tu fais ça depuis le tout début, le côté built-in public. Tu disais que tu le faisais déjà quand tu étais à HEC, sur LinkedIn et tout ça. Tu étais un des premiers à le faire à ce moment-là ? La seule personne que j'avais vu vraiment le faire en France, c'était le fameux Grégoire Gambato sur LinkedIn. Ok. Et sinon, aux US, t'en avais un qui était quand même très très fort là-dedans, c'est Gary Vee. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Non. Il est un peu moins visible ces dernières années. Mais ça a été un peu le pionnier du mec il a une agence, hein, quand même, le mec en plus. Une agence qui faisait à l'époque 200 millions, je sais pas ce que ça fait aujourd'hui. Et qu'il avait monté en documentant beaucoup. Donc ça m'avait donné un peu une preuve de concept en me disant, je peux essayer de tracer cette voie un peu bizarre. Il y a des gens qui en sont sortis, quoi. Ok. Mais à ce moment-là, ça paraissait hyper bizarre, je pense, pour les gens de dire, ok, tu fais ta boîte et t'expliques à tous tes concurrents ce que tu fais, comment tu le fais, quelles sont tes problématiques, tout ça. C'est que ça fait venir assez rapidement quelques objections classiques. La première, c'est que c'est celle que tu donnes. Hein, c'est pourquoi est-ce que je raconterais ce qui se passe chez moi ? En fait, je me dis toujours, si vraiment le seul truc qui t'empêche de te faire niquer par ton concurrent, c'est une information que tu possèdes et que lui n'a pas, c'est en fait t'as pas d'entreprise. Et tu vois, il y a un documentaire qui est super sur YouTube qui s'appelle J'ai rencontré un monstre, qui est un documentaire sur Cristiano Ronaldo et Messi. Et c'est par les joueurs qui ont joué contre Cristiano et Messi. Et notamment, il y a un mec, je sais plus quel joueur c'est, qui explique pourquoi est-ce que tout le monde sait ce que fait Messi. Donc Messi, il revient sur son pied gauche. Enfin, il va rentrer à l'intérieur, il va mettre une enroulée. Tout le monde sait, c'est un retour, hop, et tout le monde se fait niquer. Et en fait, il dit que c'est pas parce que tu sais ce qu'il va faire que tu peux l'arrêter. C'est la même chose. Et j'ai beau savoir qu'Mbappé il court à 40 km/h, c'est pas ça qui va me faire courir plus vite. Okay. Donc en fait, si vraiment le seul truc c'est que t'as peur qu'en disant une information ta boîte n'existe plus et que tu te fasses niquer par le concurrent, c'est qu'en fait t'es mal à l'aise. En fait, t'as un problème. Le malaise il vient de chez toi, mais il construit une boîte plus solide. Il y a un problème. Donc je la vois mal comme une objection là-dessus. Alors après, évidemment, on va pas dire toutes les merdes qui se passent. Il y a quand même une certaine pudeur à avoir dans le building public, notamment sur toutes les informations qui ne concernent pas que toi. Genre moi je communique sur mon salaire sans problème, mais par contre je vais pas donner le salaire des gens de chez ma boîte parce que c'est pas ma décision. Ouais. Donc je leur laisse ce choix là. Second vrai avantage du building public, c'est que en fait moi les agents sont un business de confiance. C'est vraiment un business où il y a beaucoup d'opacité de manière générale. Tu sais pas combien ça facture, tu sais pas si c'est des juniors qui travaillent, tu sais pas, c'est chelou. Tu sais pas si tu connais pas la réputation vraiment des gens, tu l'as entendu par-ci par-là. En mettant un peu d'honnêteté et de transparence parfois maladroite dans ce que tu partages, donc le fait de tout dire, tu crées un climat de confiance en mode, tu dis, ce mec-là, ça fait 2, 3, 4 ans qu'il est honnête et qu'il raconte ce qui se passe. S'il est encore là, c'est que c'est pas Madoff. Possiblement, le mec, c'est un mec avec lequel je peux travailler. Donc ça, c'est le message sous-jacent. Je pense que les gens sont moins intéressés par ce que je raconte dans le contenu que par le fait que je sois en train de le faire. Et de dire la vérité, entre guillemets. De dire ce qui se passe. Parce qu'en fait, c'est juste, je dis ce qui se passe, mais c'est juste que les autres le disent pas. Donc finalement, ça... Oh putain, un building public incroyable, mais c'est très très simple à donner comme conseil. Tu allumes une caméra, un micro, tu peux faire un podcast, c'est hyper simple. Tu racontes ce qui se passe, il y a des gens qui vont kiffer, des gens qui vont pas kiffer. Et en fait, ça sert surtout à ça, parce que je démontre pas vraiment mon expertise dans un format comme Road to 10 Million. J'explique pas pourquoi je suis bon en AS, pourquoi tel fondateur de mon écosystème est super stylé. Mais ça me rapporte juste un peu en fait, un genre de mouvement, de validation sociale qui fait que c'est rassurant. Il y a beaucoup de gens qui suivent cette personne. Vas-y, peut-être qu'il est fiable. Ouais, ça me fait toujours penser un peu comme dans la série Validé, tu vois, c'est ce que le gars est validé, il a tant d'abonnés ou pas, et c'est vrai que ça marche pas mal comme ça aujourd'hui les réseaux, quoi. C'est le mec qui a tant d'abonnés sur LinkedIn, ok, ça lui donne une street cred tout de suite, quoi. Oui, et quand tu rentres dans le détail, tu te rends compte qu'en fait, il y a plein de gens qui ont bien compris ce game-là et qui l'exploitent à leur avantage. Je me tiens assez loin de la sphère LinkedIn de manière générale, pour plein de raisons. Parce qu'en fait, ce qui te fait gagner des abonnés n'est pas forcément ce qui fait de toi une personne respectable. Complètement. De manière générale, et particulièrement sur LinkedIn, où LinkedIn, en fait, aujourd'hui, tu as quand même une primeur à un peu la victimisation. Si tu peux prendre une idée que tu veux partager, si tu la partages en faisant genre que tu as été victime de quelque chose ou de quelqu'un, tu fais 10 fois l'engagement. Ouais. Parce que les gens adorent les victimes, et surtout sur LinkedIn, c'est un truc qu'il faut comprendre, c'est que les gens ne likent pas ce qu'ils aiment, ils likent ceux qui sont à l'aise que les autres voient qu'ils aiment. Complètement. Donc du coup, ils vont pas liker forcément les trucs qui les intéressent, donc ton post que tu trouves très intéressant
Que t'aies raison, que t'aies tort d'ailleurs. Ton post où tu dis j'ai un boss de merde hyper toxique, tout le monde va pas forcément le liker. Voilà, c'est ça. Ouais. Bah si, justement, celui-là, tout le monde va le liker, je pense. Ah ouais, parce que pour mettre une presse au boss, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais il était en mode, oh putain, tu es victime de ton boss. Et en fait, bon, ce qui est terrible, c'est que parfois c'est vrai, parfois c'est faux. Mais en tout cas, il y a des gens qui ont bien compris, tu sais, genre... il y avait un phénomène qui était horrible. Les premières années de LinkedIn, c'est les gens qui faisaient tous le même post en mode, j'ai frôlé le burn-out. Parce que j'ai frôlé le burn-out, l'anticipation, l'interprétation, pardon, de ce que c'est de frôler le burn-out, elle est assez libérale, tu vois. C'est un mec qui a été triste pendant une journée, parce que c'est un mec qui a vraiment été KO pendant 4 semaines, mais quand tu dis j'ai frôlé, tu dis pas j'ai fait un burn-out, j'ai frôlé le burn-out, ouais. Bah, tu peux attirer de la pitié sur toi, sans forcément trop de détails. T'es sûr que ça marche, un post comme ça. Je pense que d'ailleurs tu le fais aujourd'hui, c'est sûr que ça marche, mais le problème c'est que ça fait du mal aux gens qui ont vraiment vécu des burn-out, etc. Donc je me tiens, tout ça pour dire que je me tiens loin de la sphère LinkedIn. Parce que... Maintenant, pendant un moment, tu étais quand même dedans. Enfin, j'imagine que tu t'es monté à 80 000 abonnés. Non, mais quand je me tiens loin, je continue à partager dessus. Toujours. Ouais, je me tiens loin de ceux pour lesquels LinkedIn est une partie trop importante de leur vie ou de leur business. Ouais. Parce que je sais ce qui fait grossir. Enfin, je sais quels leviers font grossir ces trucs-là. Et je vois à quel type de personnes ça donne lieu. Bon, c'est pas des personnes qui améliorent la qualité de mon voyage entrepreneurial. Ok. D'accord. Voilà. Donc ouais, il y a des gros, tu dis qu'en gros il y a des gros influenceurs LinkedIn entre guillemets qui sont montés que sur ces trucs-là, qui apportent pas forcément de valeur quoi. Et... Oui, et après moi le premier, j'ai sûrement dû tomber dans ce piège-là pendant quelques temps, et principalement au début. Parce que quand tu commences, ça marche très bien, tu sais, quand t'es personne et que quand quelqu'un lise ton contenu, bah faire la victime c'est accessible à tout le monde. Ouais. Tout le monde peut faire la vicose. Ouais. Raconter un truc intéressant c'est plus dur. Raconter un truc intéressant qui marche sur LinkedIn c'est beaucoup plus dur. Et donc, c'est pour ça que ça marche. Et d'ailleurs, c'est même pas la faute des créateurs, je trouve, ce truc-là. S'il n'y avait pas de clients de ce genre de contenu, les créateurs arrêteraient de le faire. Et donc, finalement, c'est le problème pour moi. Si on remonte la pyramide, on va dire, c'est les gens qui lisent les posts LinkedIn, arrêtez de liker des merdes. Mais en fait, c'est aussi la faute de l'algorithme, de LinkedIn, de comment c'est construit LinkedIn. Et je suis pas sûr qu'il y ait une solution à ça. Parce que LinkedIn, ça sera toujours, pendant encore très longtemps, vu comme un réseau professionnel. Parce que ça l'est. Ça permet à la fois de trouver du taf, mais aussi de partager du contenu, de recruter des gens, et donc on fait gaffe. C'est très policé, comme doit l'être un milieu professionnel. Moi, je suis absolument d'accord avec plein de boîtes qui imposent de me porter des costards, etc. C'est parce que tu as les potes, les inconnus, et les relations business entre les deux, ou les collègues entre les deux. C'est pas ton pote, c'est pas un inconnu. Il y a un type de relation qui va répondre à des codes qui sont différents selon les boîtes, et c'est fine de les imposer, pour moi. Et donc en fait, le problème, c'est que LinkedIn, c'est le réseau de ce genre de catégorie-là. C'est pas pour tes potes, c'est pas pour les inconnus, pour ce genre de personnes-là. Donc forcément, il y a des gens qui ont un costard dans leur contenu. Ouais, je partage pas mal ton avis là-dessus, sur le fait que, tu vois, souvent je parle à d'autres créateurs de contenu LinkedIn et qui disent, ouais, LinkedIn, pour que ça marche, il faut être clivant. Moi, je suis pas du tout d'accord avec cette approche-là. C'est-à-dire, moi, sur LinkedIn, je suis moi-même, donc je suis nuancé. Et effectivement, la nuance ne plaît pas aux gens. Les gens, ils préfèrent, attends, mais je comprends pas, t'es à gauche ou t'es à droite? Explique-moi, parce que là, ça m'énerve, tu vois, ton truc un peu centriste et tout ça. Et ça veut pas dire que t'as pas de couilles et que t'oses pas te positionner. Non, c'est juste que, y a de la nuance dans ton propos, quoi. Et ça, les gens aiment pas trop. La nuance, c'est pas du tout un truc vendeur, quoi. Friendly pour les réseaux sociaux. Mais c'est comme en fait, dire être clivant, c'est un sujet qui est intéressant parce qu'il est vrai et il est faux à la fois. C'est-à-dire, être clivant, ça marche au début, mais c'est un truc de mec pas créatif. Ouais. Et moi, je le vois parfois parce que la créativité, c'est dingue parce que ça vient entre les semaines. Parfois, t'as des périodes où t'arrives à raconter des trucs intéressants. Moi, je suis fier de ce que j'écris, et des périodes où je le suis pas. Et les périodes où je le suis pas, je vois que c'est les périodes où je gravite vers les posts clivants, les posts très simples en mode ça c'est de la merde, voici pourquoi je suis le boss, ou voici les 7 choses qu'il faut savoir. C'est toujours des posts très simples de gens pas créatifs. Et être clivant, en fait, c'est comme dire c'est comme la notion de célébrité, je trouve. Il faut réussir à être clivant sans chercher à l'être, c'est-à-dire t'es clivant malgré, juste parce que t'as essayé d'écrire un truc intéressant qui te plaisait. Et c'est comme être célèbre, il faut pas chercher à être célèbre, il faut être célèbre parce que t'as fait un truc stylé. Et ça donne des catégories de personnes qui n'ont pas compris que c'était un moyen. Donc les gens qui cherchent à tout prix à être célèbres, tu t'imagines, t'as plein de noms qui te viennent en tête comme ça, qui sont prêts à faire des trucs de ouf juste pour être célèbres et qui n'ont pas compris que c'était une résultante de quelque chose. Et les gens qui cherchent à tout prix à être clivants, ça donne des sketchs. Et souvent, ça donne des caricatures d'eux-mêmes. Et c'est ça, moi, le truc que je reproche le plus à LinkedIn. Des gens que je lisais beaucoup et qui sont devenus des caricatures d'eux-mêmes. Tu vois, une caricature, c'est quoi? C'est qu'un mec qui te dessine, il va prendre les caractéristiques un peu bizarres de ton visage, il va les amplifier, il va te faire un gros pif, des grosses oreilles. Et bah, ces mecs-là, ils ont compris ce qui fonctionnait. Et 2-3 trucs qui ont été clivants, qui ont fait plein de likes, ils sont devenus ces trucs-là. Et ça, en fait, c'est des clowns. Mais vraiment, c'est des clowns. Ils sont déguisés et c'est des caricatures. Ils sont là. Et la caricature classique de LinkedIn, c'est je gagne 700 € de l'heure, tu ma bite, tu vois. Genre, j'en peux plus.
mon temps vaut 3 000 € de l'heure. Voilà. Alors qu'ils l'ont facturé une fois. Ce qui serait intéressant d'ailleurs de leur demander, c'est plutôt à combien est-ce qu'ils ont facturé l'heure la moins chère. En gros, c'est how cheap you are. Tu vois. Combien ça coûte de te faire baisser ton prix. Complètement. Et sachant que, on a tous commencé comme ça, les premiers produits, tu les vends gratos et après tu essayes de step up. Et bien sûr, tu dis le prix où tu as vendu une fois hyper cher, quoi. Ouais. Est-ce que tu te forces à poster, toi, sur LinkedIn? Tu vois, moi, c'est un truc, vraiment, c'est une vraie question en perso, ça m'intéresse. Moi, j'ai une approche, je sais, qui est très différente, où tout le monde dit, ouais, il faut poster 3 fois par semaine. Moi, je poste. En fait, moi, c'est même pas de la création de contenu LinkedIn, c'est-à-dire juste j'annonce ce qui se passe. En gros, il y a telle nouvelle vidéo, il y a tel nouvel invité, je serai présent à tel event et ça. C'est plus un réseau de communication comme Twitter, tu vois, par exemple. Et donc, parfois, il peut y avoir une semaine ou 10 jours où je poste pas, tu vois. C'est ton relais pour les autres. Ouais, c'est ça. Toi, tu te forces à avoir une fréquence un peu. Ouais, de ouf. Okay. Je me force parce que c'est. Et c'est un petit peu d'ailleurs tout le dilemme qui fait que les gens ont beaucoup de mal à se positionner avec le personal branding, c'est qu'à la fois c'est un hobby, donc ça relève un peu du domaine de l'art, c'est artistique. Il faut quand même être un professionnel, tu vois. Ouais. Donc un professionnel, c'est quoi? La définition, c'est quelqu'un qui fait les choses même quand il n'a pas envie. Ouais. Donc le footeux, il aime le foot à la base, mais par contre quand il doit aller s'entraîner tous les matins, il est là. Et ça donne les pros. Donc c'est pour ça que moi je m'impose de partager sur LinkedIn, parce que ça fait partie de mon travail. Et après, il se trouve que j'ai un avantage concurrentiel sur les autres, c'est que j'aime bien ça. J'aime beaucoup ça, mais parfois quand je suis pas créatif et que je vois que j'ai pas d'idée, bon bah je skip, je saute. J'ai plein d'autres choses à faire, et c'est pas la seule partie de mon travail, c'est même une partie très minime de mon travail. Genre cette semaine, je sais pas si j'ai envoyé un post par exemple. Et c'est un problème d'ailleurs. D'accord. J'ai dû envoyer un seul post pour relayer justement la vidéo qui est sortie sur la prépa marathon, mais c'est le seul sinon. Donc non, la réponse à la question c'est oui. Je me force absolument, comme n'importe qui se force à faire quelque chose. Quand tu as envie d'accomplir quelque chose d'important, il faut être un pro. Ok. Donc là, on parle de LinkedIn. Sur YouTube, c'est aussi un contenu très business que tu partages. Et sur Instagram, on est sur un truc complètement différent. Je le disais en intro, et moi je te vois sur Insta. Donc déjà, je me suis rendu compte qu'il fallait pas que je fasse de sparring de boxe avec toi, pas forcément. Et ouais, je te voyais en soirée à Mykonos avec des mannequins ou quoi. Voilà, c'est un autre délire. On découvre un autre Théo. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Ça s'explique assez simplement, c'est que c'était mon compte personnel qui est devenu, avec les abonnés, un compte pro, et j'ai pas changé la façon de m'exprimer. Ok. Je m'exprime toujours pareil. Ça m'a pas encore porté préjudice. Justement, je trouve que ça sert en fait la stratégie éditoriale. Si vraiment je devais trouver une utilité business, je pense que je pourrais en trouver une. C'est à différents aspects en fait. T'as la personnalité de ce personnage qui se traduit d'une façon sur YouTube, avec des contenus travaillés, de façon plus brute en podcast avec des podcasts solo longs, donc ça c'est Road to 10 Million. Sur LinkedIn avec des idées un peu plus argumentées, des objections, et sur Instagram sans filtre. Il y a rien. Je mets des stories comme je pourrais mettre. Enfin vraiment, je pense pas que j'ai une utilisation très différente d'Instagram que j'avais quand j'étais en école de commerce. Ouais, ok. C'est la même. Et j'ai pour l'instant pas envie de changer ça. Le jour où il m'arrive une merde, où je commence à plus pouvoir faire ça, je le ferai autrement, je deviendrai un peu plus policé. Mais pour l'instant, je documente les trucs que je vis. J'essaie plein de trucs différents. En fait, c'est ça qui fait marrer les gens, c'est que c'est surprenant d'avoir ce genre de profil de personne qui fait, mais comment ça il fait des trucs différents? Il va à des soirées, incroyable. Il part en vacances, incroyable. Il mixe, incroyable. Et en fait, je fais tous ces trucs-là, mais c'est... Parce que tu penses que ta commu Instagram, tu as quoi, 40 000 abonnés, c'est une commu qui vient de YouTube, de LinkedIn et de ça. Tu penses pas que tu as une commu à proprement parler Instagram qui te suit pour ton contenu, ton lifestyle, tu fais énormément de sport, tu parles pas beaucoup d'alimentation, les trucs que tu bouffes, les compléments alimentaires, tout ça. Donc, ouais. Je pense que tu as une vraie commu Insta, quoi, qui est là pour ça, pour du contenu lifestyle, quoi. Probablement. Et en fait, je vois ça plutôt comme un entonnoir. Si vraiment on devait le théoriser, donc tu as les gens qui vont être intéressés par la partie business. Ouais. Ok. Par la partie marketing, disons, même les gens qui sont intéressés par ce que je raconte quand je documente ce que je fais pour mes clients. Ok, les gens en dessous, donc ça va être moins de personnes, un pourcentage de ces gens-là vont être intéressés par l'aventure de ma boîte, donc que je raconte ce que je fais sur Kodak. Et parmi ces gens-là, il va y avoir une partie des personnes qui va être intéressée par la vie du fondateur. Et donc là, ça donne Instagram. Donc après, il y a plein de gens qui m'ont connu sur Instagram aussi parce que je poste pas mal de Reels, qui est la stratégie TikTok que je fais la même sur Instagram, c'est les mêmes. Et en fait, je trouve que ça devrait être limite deux réseaux séparés, les Reels et tout le reste. Parce que les Reels, c'est mon moyen, c'est ma création de contenu sur Instagram. C'est très professionnel pour le coup, ça. Je raconte, j'ai des sujets qui sont un peu plus larges, mais c'est la même équipe qui travaille sur YouTube que l'équipe qui travaille sur Instagram. Et par contre, mon Instagram Story, post, etc. et tout, ça, ça n'a rien à voir. Ouais. C'est WAM, quoi. Alors, deux choses que ça m'évoque. Je pense que le premier, moi, je suis complètement d'accord avec toi, ça n'a rien à voir. Et par exemple, on le voit sur YouTube, le long du YouTube Short, c'est des communes différentes, tu vois. Et je pense que ce truc un peu bizarre, il est venu du fait qu'ils ont vu TikTok arriver et ils ont voulu un peu répliquer le modèle. Donc, tu as YouTube Short. Et d'ailleurs, sur YouTube, on met tes abonnés, tu vois, qui comprend la partie short, la partie long, et qui sont deux trucs, tu vois, tu as des gars qui consomment que du short, d'autres qui consomment que du long. C'est pas vraiment mix-up, quoi. Et sur Instagram, je pense que c'est un peu la même chose.
Et l'autre truc qui me fait rebondir dans ce que tu as dit, c'est que toi, tu vois ça en funnel. Moi, je vois ça comme des cercles, tu vois, où il y a une intersection, c'est-à-dire ceux qui te suivent pour le marketing, ceux qui te suivent pour l'histoire, la success story entrepreneuriale, ceux qui te suivent pour le lifestyle. Et tu as une petite intersection en fait au milieu qui sont les full fanboys, tu vois, qui te suivent pour tout, quoi que tu fasses, mais qui sont assez petits, quoi, finalement, quoi. Ouais, je suis absolument d'accord. Parce qu'en fait, c'est vrai que les gens tout en bas de la pyramide, ils sont dans les trucs d'avant, quoi. Et parfois, tu as des gens qui sont juste en bas, mais qui sont pas dans les autres. Ouais, c'est ça. Okay, c'est vrai que c'est plutôt des sphères que quelque chose là-dessus. Mais c'est intéressant la façon dont les réseaux se sont constitués. Tu parlais, tu vois, du contenu court, contenu long. Moi, je suis fasciné par le fait que, tu vois, les plateformes se soient écartées soit du contenu très court, soit du contenu très long. Et qu'il y a un petit peu eu la mort du youtubeur tel qu'on le connaissait, c'est la vidéo de 5 minutes ou la vidéo de 10 minutes. Ouais. C'est plus trop des contenus que je consomme aujourd'hui, ou du moins plus comment ils étaient faits avant. Quand tu vois même Squeezie, tu regardes ses dernières vidéos, il y a rarement un truc qui fait moins de 20 minutes. Donc ça veut dire on va partir sur des formats plus longs. Et je pense que en fait les deux s'expliquent par la même chose, paradoxalement. C'est la baisse du temps d'attention. Bon, c'est facile de comprendre pourquoi les contenus courts sont plus consommés. Bon, tu consommes ça en 30 secondes. Et tu peux te dire maintenant, mais pourquoi est-ce que la baisse du temps d'attention explique la consommation des contenus longs ? Parce qu'en fait, les contenus longs, ça se consomme pas avec de l'attention. Tu vois, t'as déjà lancé un podcast, c'est probablement les gens qui écoutent ça, ils sont en train de faire autre chose en même temps. Ouais. Parce que c'est un format long, c'est assumé, il y a marqué il y a 2 heures, ils sont en train de faire autre chose, ils sont sur un autre onglet, ils sont en train de faire leur vaisselle, ils sont en train de marcher, s'ils écoutent en audio. Et c'est précisément... Petit sondage pour ceux qui sont encore là, mettez-nous en commentaire qu'est-ce que vous êtes en train de faire à ce moment précis de la vidéo. Ça m'intéresse. Et c'est pour ça qu'en fait le format podcast long est en train de péter, c'est parce que ça justement les gens ont pas assez d'attention pour se concentrer sur une vidéo YouTube, donc ils choisissent d'écouter un contenu long qui n'en nécessite pas. Ouais, moi je pense que la méta, tu vois, à un moment, je pense, dans l'algorithme de YouTube, ils regardaient le pourcentage de la vidéo regardée. Et après, ils se sont dit, en fait, je m'en fous complètement. Ce que je veux, c'est l'average watch time. Et ce que je veux, c'est encore plus précis que ça. Et ça, YouTube te donne pas la stat. C'est le gars qui regarde ta vidéo. Pendant combien de temps il va rester bloqué dans la matrice YouTube, tu vois. À quel point tu vas le chauffer pour dire attends, vas-y, j'ai envie de me faire une soirée YouTube, là, je dors pas ce soir. Et en fait, c'est ça, les créateurs qui mettent en avant, ils ont cette data-là YouTube, ils vont mettre en avant les créateurs qui font que quand on regarde ta vidéo, après, soit je vais regarder tout le contenu Théo Lyon, je suis dans la bibliothèque, je me dis allez, je me fais tous les tips entrepreneuriaux et tout ça, tu vois, ou d'autres contenus. Mais, et je pense que c'est ça la stat principale qu'ils regardent, quoi. Et il y a une stat qui est intéressante dans YouTube, je sais pas si tu la regardes souvent, mais c'est les contenus ayant contribué à élargir votre audience. Ouais. Je sais pas si tu la regardes. Parce qu'en fait, ça veut dire c'est quoi les gens qui sont les gens qui t'ont découvert avec ce contenu, qui sont restés sur tes contenus derrière. Ok, sans forcément s'abonner, mais qui sont allés voir d'autres contenus. Comme tes contenus. De toute façon, l'abonnement aujourd'hui, l'abonnement veut plus rien dire. C'est une métrique qui est bizarre, qui nécessite, qui peut grossir extrêmement vite avec les shorts, mais qui dit pas grand chose sur qui va mater tes contenus in fine. Mais c'est assez simple. Hein. Par exemple, je me souviens que TikTok, ce qui mesure, c'est combien de temps tu passes par jour. Et d'ailleurs, c'est ça qui est choquant. Et qu'on voit avec les account managers TikTok, et je peux si tu savais, mais les gens passent plus de temps par jour sur TikTok que sur Netflix. Genre les sessions sont plus longues. Ah ouais. Ouais. Alors que c'est une plateforme de film. C'est quoi l'ordre de grandeur un film. Je peux pas dire le chiffre parce que je me demande si d'ailleurs il n'y avait pas un confidentiel sur la slide avec le chiffre que je suis en train de te dire. Ok. Mais j'irai vérifier avant la diffusion. Tu me diras, on verra si on cut ou pas du coup. Mais ouais. Voilà. Ok, hyper intéressant. J'en profite, les amis, pour dire que n'hésitez pas à vous abonner parce que ça m'aide énormément. En vrai, je comprends que vous dites ça me sert à rien. De toute façon, je regarde une vidéo, je serai pourchassé par l'algo et tout ça. Mais et vous avez raison, c'est complètement raison. Mais pour être transparent avec vous, il y a des clients qui le comprennent pas, donc qui vont regarder le nombre d'abonnés et pas le nombre de spectateurs réguliers. Alors que la vraie métrique, ça devrait être le nombre de spectateurs réguliers. Mais bon, bref, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu, ça nous aide énormément. C'est exact. Maintenant, ça sert le créateur, donc ça sert Marc. Voilà, c'est ça complètement. Ok, bah écoute, hyper intéressant sur cet aspect-là. Tu as d'autres trucs sur la partie créateur économie built-in public où on passe sur ton dada je peux partir sur plein de choses dans la créateur économie, mais non, vas-y, c'est quoi, on passe. Ok, let's go. Donc, tu vas expliquer ça mieux que moi, mais donc, dans ton dernier podcast, tu dis qu'il y a à peu près 3 formes d'entrepreneurs. Il y a la forme à la Yomi Denzel, je fais du e-commerce, je me cale à Dubaï et je suis en mode full orienté cash, quoi, cash driven. Le deuxième mode qu'on connaît bien, c'est le mode à la marque Zuckerberg, Elon Musk, le business VC fundable, quoi. Je cherche à monter un business, à faire mes séries A, série B, série C, comme on le voit, voilà, comme on l'a expliqué un peu dans la vidéo avec Jean de la Roche-Brochard. Et troisième mode de start-up qui s'est monté un peu contre le deuxième, le mode bootstrap, où je cherche à m'auto-financer et voilà, je crache un peu à la gueule de ceux qui ont que la levée de fonds en tête, quoi. Ouais. C'est à peu près ça. C'est exactement ça. Et peut-être que je peux répondre à ta question si tu en as une derrière, mais sinon je peux expliquer. Non, écoute, moi ce qui m'intéresse, c'est ma question, c'est donc sur ces 3 courants-là, explique
Je cherche chacun des courants, pourquoi tu t'y reconnais pas dedans? Et du coup, quel est ton courant à toi que tu essayes de créer, quoi? Alors, on dirait le parti politique, mais je vais en parler après. Donc oui, tu l'as très bien expliqué en fait, et je peux rentrer un peu plus dans le détail. Donc en gros, ces différents mouvements, je n'ai pas forcément regardé quelles étaient toutes les typologies de boîtes qui existaient. En fait, c'est une typologie, c'est-à-dire tu choisis un critère pour classer les business. Tu peux choisir plein de choses, tu peux choisir leur domaine, est-ce que c'est une boîte de cosmétiques, de fashion, je sais pas quoi. Moi, je vais pas choisir ça, je vais choisir par rapport à la visibilité. C'est-à-dire quelqu'un qui veut devenir entrepreneur, qu'est-ce qu'il découvre comme voie entrepreneuriale sur Internet, dans son réseau, etc. Et principalement, moi, je vois cette mouvance définie de 3 façons différentes. Et c'est les 3 façons là que tu viens d'expliquer. La première, c'est business en ligne. Bon, c'est un nom qui n'est pas encore parfait, mais ça fait référence plutôt à des entrepreneurs qui vont chercher à maximiser les cash flows, donc à gagner beaucoup d'argent, et pour lesquels le maître mot, c'est la rentrée financière. Donc ça veut dire que tu peux facilement les classer. Eux-mêmes d'ailleurs, ils se classent très facilement entre eux. Ils demandent rapidement dans une conversation, c'est quoi tes chiffres? Combien tu gagnes? Et ça permet de dire, lui, il est meilleur que A est meilleur que B. Donc le problème de ce mouvement-là, et la raison pour laquelle je l'aime pas, c'est parce qu'il est... c'est plutôt de la nuance en fait. J'admire beaucoup de choses dans ce milieu-là. D'ailleurs, moi, un truc que j'admire chez eux, c'est qu'ils sont pas hypocrites. C'est-à-dire qu'ils assument, contrairement à Startup, Bootstrap, où ça fait genre non, on va pas trop dire qu'on gagne de l'argent. Eux, ils sont là, ils admettent, ce qui est complètement con, parce que c'est dans la définition, qu'un business est là pour gagner de l'argent. Et ils sont fine avec. Le truc qui m'embête avec ça, c'est quoi? Première chose, c'est que dans leur façon de penser, il n'y a aucune considération pour le business que tu lances. Whatever le business, du moment qu'il génère de l'argent, c'est important. Et ça, je sais d'expérience, j'ai eu l'occasion dans mon expérience Kodak de me rendre compte que c'est pas un truc qui est très épanouissant. À la fin, tu finis quand même par avoir des considérations, même si t'es pas trop en développement personnel, mes couilles, tu finis par te poser des questions. Et tu vois, c'est quoi mon impact? Ouais, pas forcément mon impact, mais est-ce que je tire du sens? Est-ce que je suis content de me lever tous les matins pour faire ça? Et t'as énormément de dropshippers qui arrêtent pour cette raison-là, alors qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Intéressant. Donc ça, c'est un problème. Seconde chose, c'est que moi, j'aime pas les optimisations. Enfin, c'est un peu connecté au premier, pardon. J'aime pas les optimisations sans contrainte. Donc, je sais pas si vous comprenez en fait ce qu'est une optimisation sans contrainte, c'est-à-dire que tu vas dire je veux maximiser l'argent, mais, et là tu commences à mettre des contraintes. Je veux habiter près de ma famille, je veux pouvoir voir mes potes, je veux pas travailler après 20h. Et là, selon les contraintes que tu mets, tu vas être poussé dans une voie professionnelle plus ou moins précise. Le problème de ça, c'est que un mec du business en ligne, il va retirer toutes les contraintes. Il dit il y a qu'un seul truc, c'est l'argent. Donc c'est pour ça qu'il bouge à Dubaï. Parce que rien d'autre n'importe. Et je serais con en fait à sa place de ne pas aller à Dubaï. C'est 0% d'impôt. Pourquoi j'irais pas à Dubaï? Moi, les trucs qui me gênent, c'est dedans que j'ai envie d'être, ce que je te disais avant, j'ai envie d'être proche de ma famille, j'ai envie de voir mes potes, et j'aime bien Paris et la France. Je trouve ça cool, je suis content d'y habiter. Donc, ce mouvement-là, business en ligne, aujourd'hui, c'est un truc qui est extrêmement visible, c'est le plus visible en ligne. En fait, tu tapes sur YouTube entrepreneuriat, tu finis très très vite en 1 ou 2 vidéos à tomber sur une vidéo de Yomi, de n'importe quel autre infopreneur, etc. Et je trouve pas que ce soit quelque chose qui soit fondamentalement mal. Et c'est pour ça que les gens ont du mal à comprendre, c'est que je ne chie pas dessus, je ne le valide pas. J'ai un avis nuancé sur la question, et je trouve que même s'il y a une vraie utilité, et c'est probablement le facteur le plus profond et le plus important sur ce milieu-là, c'est que c'est une porte d'entrée vers l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça que j'ai un respect énorme pour Yomi Denzel, parce qu'il a réussi à dépasser juste le fait d'être un dropshipper ou un infopreneur. Aujourd'hui, c'est plus gros que c'est la porte d'entrée sur l'entrepreneuriat. Un mec qui veut apprendre à gagner de l'argent en ligne, il découvre Yomi. Et Yomi a réussi à prendre cette place. C'est pour ça que même si je ne ferais pas le même business que lui, je le respecte profondément pour ce point-là. Ce que je ne respecte pas, c'est les gens qui ne comprennent pas que c'est une porte d'entrée. C'est que Yomi son business, c'est d'être la porte d'entrée. Ouais. Mais toi, si tu oublies que c'est une porte d'entrée et qu'après il faut partir sur un autre des mouvements qu'on va détailler juste après, bah t'es con. En fait, là, tu vas dans le ravin. C'est pas une fin en soi que de devenir Yomi Denzel, parce que justement il a pris cette position-là, donc toi tu peux pas la prendre. Oui, aussi. voilà, c'est bon, c'est la position que Yomi l'a fait. Tu peux devenir. Bon, après il faut de la concurrence sur tous les marchés, mais ou alors fais-le aussi bien que lui. Et voilà. Donc c'est pour ça que ce milieu-là, en tout cas aujourd'hui, je me reconnais pas dedans. Et pourquoi est-ce que j'essaie de me reconnaître dans des trucs? C'est un peu ce que tu décrivais au début sur la méritocratie, etc. Je trouve que le meilleur moyen de donner de l'ambition à quelqu'un, de lui faire comprendre qu'il peut faire quelque chose, c'est de lui montrer quelqu'un qui le fait et qui lui ressemble. Et ça t'ouvre les portes. Oh putain, ce métier existe. Tu vois, c'est ce que tu fais avec tous tes formats. Oh, putain, il y a ce mec qui fait ça, je savais pas. Ouais. C'est possible. Et mais en fait, il a fait une formation qui est un peu proche de la mienne, je peux faire ça. Et ça crée des vocations, ça crée des inspirations de ouf. Donc c'est la première partie. Donc suite à ça, on va se dire, bon bah écoute, le problème c'est quoi? C'est le sens, principalement, si on caricature le problème de ce premier milieu. Donc on va passer au second. Et si on faisait des startups? Startups, bon là, parfait, full ambition, je suis là pour révolutionner un marché, ça va être génial. Et moi, c'est l'entrepreneuriat qui m'a toujours fait rêver ce truc. À la fois dans les films, tu vois, Hollywood ne traite que de la partie startup de l'entrepreneuriat,
il y aura pas un film sur Yumi Denzel, ça me semble assez peu probable, parce que c'est un truc avec lequel ils sont pas à l'aise. Donc il va y avoir un film sur Mark Zuckerberg, sur Elon Musk, etc. C'est ces gens-là qui ont... Bon film, Social Network ou pas? Ah oui, tu fais référence à une des vidéos que j'ai faites, et c'est un excellent film. Au global, c'est un excellent film. Ok. C'est pas un bon film pour montrer ce que c'est d'être entrepreneur, mais c'est du très bon porno d'entrepreneur. On peut en reparler. Ok. Tu veux pas en parler maintenant sur la petite digression? Je peux en parler. Moi, j'adore ce film, mais tu peux le déglinguer. Je l'adore, je l'ai maté 15 fois. Ok, d'accord. C'est un de mes films préférés aussi. C'est probablement mon film préféré. Réplique préférée? Réplique préférée, moi, pas trop réplique. Je me rapporte pas, ouais, je me rappelle pas des films comme ça. Mais non, mais je le mate assez régulièrement. J'ai aussi beaucoup aimé d'ailleurs sur ce sujet, un autre, ça s'appelle The Playlist. Je sais pas si tu l'as vu sur Spotify. Non. Faut que je le mate. Netflix. Okay. Si t'as kiffé, tu kifferas celui-là. Okay. Donc non, c'est en fait le vrai problème de tous ces films d'entrepreneuriat, c'est qu'ils sont obligés de faire gagner beaucoup de thunes avec être un fils de pute. Ouais. Et il y a aucun film qui a réussi à ne pas le faire. Même le film sur le fondateur de McDonald's, c'est la même chose. À la fin, si le mec gagne de la thune, c'est que c'est un fils de pute. Ouais. Et moi, je me mets à la place de Mark Zuckerberg dans cette situation-là. Bon, super, ça fait de l'awareness pour Facebook, c'est génial. Tout le monde me déifie. Mais on croit que j'ai volé une idée. Alors que moi, je trouve que, par exemple, en fait, c'est d'ailleurs une des grosses erreurs du film, c'est qu'on en ressort en se disant que Mark Zuckerberg est un voleur. Mais c'est absolument pas le cas. Il a peut-être volé l'idée de base. Ouais. Mais les frères, non, tu crois vraiment que les frères auraient pu construire Facebook? En fait, non, le problème, mais moi, je suis pas d'accord avec ton analyse. C'est-à-dire que je trouve ça beau justement quand il se trash avec les frères Winklevoss. Et il lui dit, il lui dit, if you were the inventor of Facebook, guess what, you would have invented Facebook. Tu vois. Et il parle de deux choses différentes en fait pour moi dans cette séquence. Il y a les frères Winklevoss qui parlent de l'idée de Facebook, et Mark Zuckerberg qui parle de Facebook la boîte. Et moi, ce que j'aime pas dans ce film, c'est que c'est sous-jacent en mode le spectateur il le regarde en mode ah putain, Facebook ça aurait pu appartenir aux frères Winklevoss. Ouais. Et ils savent très bien que c'est le message qui ressort de ce truc-là. Alors pas du tout. C'est pas du tout. Enfin, avoir des idées. C'est 1% de la boîte, quoi. Genre. Ouais. Alors, mais c'est un peu, ça aussi, ça nécessite un peu de nuance. T'as pas de grande boîte sans grande idée, mais toutes les grandes idées vont pas faire des grandes boîtes, tu vois. Donc. T'as pas de grande boîte sans grande idée? Ouais. Il y a à un moment, tu vois, les Google, c'est comme c'est génial, tu vois. Snapchat pour toi, c'était une idée de dingue, quoi. Mais c'est une idée de maboule. Ok. C'est une idée de maboule. C'est incroyable. De toute façon, en fait, qu'est-ce qu'elle est la définition d'une idée de dingue? C'est comme une idée qui marche à la fin, tu vois, et qui fait un truc énorme. Donc c'est un peu c'est autotélique comme truc, tu vois, ça se referme sur soi-même. Ok. donc non, tout ça pour dire que c'est un très bon film. Je vous invite à les remater. Moi, je vais m'en servir quand je veux un peu de motivation et d'ambition, parce que le mec est ambitieux, ça se sent. Voilà. Donc j'étais sur les startups. Ouais. Facebook est un très bon exemple de startup. Ce qui se passe sur les startups, c'est que c'est très ambitieux et que c'est un peu comme la réponse en mode, tu vois, les startupeurs adorent chier sur les mecs du business en ligne. Il y a personne. À Station F qui va oser dire un seul truc positif sur n'importe quel des infopreneurs, ils détestent ça. Il y a une partie où ils ont raison, une autre partie où je pense qu'ils ont le seum parce qu'ils gagneront jamais autant d'argent qu'eux. Okay. Et donc en gros la startup, le principe c'est quoi? C'est je vais, plutôt que d'essayer de faire un business réplicable, donc je vais prendre un truc qui marche et je vais essayer de le faire mieux ou juste de le faire pour gagner de l'argent, je vais essayer d'aller sur un nouvel usage, un nouveau besoin d'un consommateur qui n'a pas été adressé, et je vais mettre le curseur de risque au max du max du max. Et c'est pour ça qu'il y a une catégorie d'investisseurs qui s'est créée en même temps, c'est le venture capital, qui sont là pour investir dans des trucs qui ont une chance sur 100 de réussir, de faire un monstre, de faire une licorne. Parce qu'on se rend pas compte, c'est que pour tous les Facebook qui sont nés, t'en as 1000 à côté qui sont morts. Et parce que après il y a des nuances de réussite, il y a plein de boîtes qui réussissent sans être Facebook, mais on va pas s'étendre là-dessus. Donc tu mets ton curseur de risque au max. Donc ça c'est super pour le VC, donc le venture capitaliste, parce que lui il en a 100 des tickets. Mais pour l'entrepreneur, t'es le ticket de loterie d'un VC, c'est tout. Et donc en fait il existe une version de ta boîte que tu aurais pu créer sans le VC, qui aurait gagné de l'argent. Mais parce que tu es VC backed, donc backé par un VC, eh bien tu vas pas la construire. Tu vas shifter ton business model vers un truc ultra risqué, mais dans le cas où ça marche, en espérance globale sur 100 boîtes, c'est mieux pour lui, mais toi en individuel, c'est... En fait, c'est très efficace sur les marchés qui sont qu'on appelle des winner takes all. Donc Facebook, c'est un exemple parfait. Facebook, quand tu as un réseau social qui est implémenté à Harvard ou à HEC, c'est très 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 dur d'en implémenter un second parce que tout le monde est déjà dessus. Tandis que quand tu as une marque de SAP qui est très populaire chez les étudiants d'HEC, tu peux très facilement en faire une autre en fait. Il y a des marchés sur lesquels il y a de la place. Et donc, parce qu'il y a ce qui s'appelle les effets de réseau. Un effet de réseau, c'est quoi? C'est plus il y a de personnes qui utilisent ton produit, plus ton produit il a de valeur. Plus il y a de gens sur Facebook, plus tu peux retrouver de gens sur Facebook, plus tu as envie de te connecter sur Facebook. Et donc ça crée des exponentiels de ouf. Et les investisseurs et les fondateurs, ils sont hyper conscients de ça. Donc ils se disent, je m'en fous de gagner de l'argent. Je veux conquérir tous les utilisateurs. Et dans l'éventualité où je réussis, après je chercherai à gagner de l'argent. Et c'est là où on intervient sur mon travail. Mon travail derrière, c'est de mettre la publicité aux gens que Mark Zuckerberg a pris max risque pour acquérir. Ok. Donc
les startups, c'est super, ça a plein de sens, etc. Mais moi, le truc qui me gêne dedans, c'est que 2 choses. Déjà, c'est full sacrifice. En gros, c'est optimisation pour la gloire et t'es pas sûr de gagner de l'argent. Tu peux vraiment avoir des aventures qui durent 10 ans et tu prends 0, pas un petit peu, tu prends 0, tu n'as que ton salaire. Et ça, c'est quand ça fail. Et même quand ça réussit, vous seriez surpris d'apprendre, pardon. C'est le truc qui m'a choqué de ouf en discutant, en entrant dans cette sphère startup, en discutant avec des mecs qui ont monté des grosses boîtes et qui connaissent des gens qui ont monté des grosses boîtes, que tu as plein de fondateurs de licornes qui ont pris peanuts. Des boîtes qui valent des milliards, ils ont pris peanuts à titre perso. Rien du tout. Et vous seriez mais choqués. T'as un exemple ? Non, je peux pas donner d'exemple, ça c'est sûr et certain. C'est bien pour ça que c'est des secrets. Mais il y a des gens très 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 visibles qui ont gagné rien du tout. Et qui ont des boîtes qui valent des milliards. Parce que c'est la faute des VC. Ils ont mal géré leur pack d'actionnaires, le VC est rentré, quoi. Voilà, ou la faute des fondateurs qui ont mal regardé le truc, etc. Mais tu te fais toujours enculer par un mec qui veut t'enculer, c'est ça, faut retenir. Okay. Ça, c'est expliqué. Eduardo Saverin, il l'explique bien, ça, dans le film. Ah voilà, oui, c'est un très bon exemple. Ouais. Tu peux toujours te faire enculer par un mec mal intentionné. Et donc voilà, donc t'as plein de... En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'en tant que fondateur, donc moi je suis entrepreneur, je monte une boîte, j'ai pas envie de faire ce truc-là. Tu vois. J'ai pas envie d'être le ticket de loterie d'un VC. Et j'ai pas envie de tout sacrifier de ma boîte. J'aime bien faire du sport, j'aime bien avoir des potes. Et tous ces gens qui ont monté des licornes, qui ont joué le jeu à fond, ils ont pris full risque. Ils ont négligé leur santé. Tu vois, ces gens qui sont pas très en forme, ou alors ils mettent du temps. Mark Zuckerberg, il s'est mis au JJB il y a pas longtemps, et tant mieux. Médiatiquement, c'est un très bon choix aussi. Ouais. Mais souvent, c'est des gens qui vont tout négliger. Tu les vois quand tu les rencontres, ils ont tout sacrifié pour leur boîte. Et c'est le seul pan de leur vie qui est hyper développé. Et on peut questionner le fait que ça les rende heureux, mais je suis pas là pour philosopher à 3 centimes. Ok, donc finalement, il y a quand même un point commun entre le premier type de boîte et le deuxième, c'est que tu sacrifies tout, soit pour du cash immédiat et te foutre à Dubaï en full optimisation, soit pour que dans le scénario où ça marche pas un peu, ça marche de ouf, quoi. Oui, mais tu sacrifies tout le reste dans ces 2 cas, quoi. En fait, tu sacrifies... Le start-upper, il sacrifie son temps, le dropshipper, il sacrifie son âme, tu vois. Donc c'est ça. Donc il y a une troisième voie. Okay. Troisième voie, c'est le bootstrap. Tu te dis, écoute, attends, je vais prendre tous les bénéfices, je vais prendre un business qui gagne de la thune. Définis bootstrap, juste pour la commu. Bootstrap, qui n'a pas levé de fonds, autofinancé, on dit. Ok. Donc tu as le droit d'avoir des investisseurs, mais il faut que la majorité du capital soit détenu par les fondateurs. Et tu peux faire du prêt bancaire. Bon, c'est une définition qui est assez libérale, et c'est aussi d'ailleurs le cœur du problème de ce mouvement, c'est qu'il n'a pas de sens. Ok. Donc, je vais gagner de l'argent, et je ne vais pas avoir d'investisseurs pour retirer le problème du second truc. Troisième truc, j'arrive, je vais faire du bootstrap, c'est super. Donc là, je vais faire une boîte qui ne va pas lever de fonds. Le gros problème, ce qui est stylé déjà dans ce mouvement, on va commencer par ce qui va bien, c'est que c'est les seules personnes des 3 qui se sont dit qu'est-ce que j'aime, tu vois, qu'est-ce que j'aime profondément. Ouais. Et t'as des gens qui ont eu le courage de dire non à de la thune. Et ça, moi, j'ai un respect inestimable pour les gens comme ça, parce que c'est vraiment une forme de courage très pure. Donc c'est des gens qui se sont dit parfois, bon, j'ai envie de passer du temps avec ma famille, je suis pas trop chaud d'avoir un VC qui va me mettre une clause, ça s'appelle une clause de liquidité préférentielle. Donc ça veut dire qu'il va s'enrichir, s'il y a un événement d'exit, il va se rembourser tout seul. Exit, c'est quand tu vends ta boîte. Il va se rembourser d'abord avant de te rembourser toi. Donc c'est pour ça que les fondateurs, en fait, en cascade, ils peuvent ne rien prendre du tout. Et donc, où est-ce que j'en étais sur ce voie-là ? Ce fondateur bootstrap, il se pose la question, et donc parfois il arrive à une voie qui est cool, tu vois, qui peut être intéressante, qui lui va bien, mais qui souvent va avec une dégression de l'ambition, tu vois, parce que ça reste comme une aventure qui est optimisée pour la thune, aussi qu'il l'assume ou pas. Et moi, ce que j'aime pas en fait dans ce milieu-là, parce que je cherche toujours pas le mouvement parfait. D'ailleurs, j'emprunte en fait dans la façon dont je pense des trucs aux 3 mouvements. Je cherche quelque chose auquel je peux m'identifier, un mouvement dont j'admire les membres. Ouais. Le problème de la mentalité bootstrap, et j'en ai côtoyé, c'est ceux que j'ai le plus côtoyé en fait des 3, c'est que tu peux toujours lire à un instant de la conversation le seum contre les start-upers. Et c'est un mouvement qui s'est construit en fait fondamentalement contre quelque chose. Et j'ai fait assez de philo dans ma vie pour savoir que contre, ça a 2 sens. Tu peux être contre en opposition contre quelque chose, mais tu es aussi en appui. Tu vois. Quand tu es contre une chaise, tu retires la chaise, je me pète la gueule. Ouais. Et donc le problème, c'est qu'en fait, ça n'a pas de sens, un mouvement qui est contre quelque chose. Tu peux pas te définir comme contre, parce qu'en fait, tu te définis par le truc d'en face. Ouais, je suis d'accord. Moi, je voyais ça en mode plus amoureux, genre la haine, c'est proche de l'amour, tu vois, ça traduit quelque chose de bizarre. C'est la même chose. C'est un cercle qui se rejoint tout en haut. Haine, amour, c'est plus collé que indifférence et amour. Ouais. Voilà. Donc, et moi, ça, je suis pas à l'aise. Ensuite, seconde chose, j'ai l'impression que c'est des gens qui n'assument pas leur volonté d'ambition. C'est-à-dire qu'ils auraient bien aimé lever des fonds, mais qui n'ont pas réussi. Il y a une partie là-dedans. Il y a une partie de ça, ouais. Et ensuite, je trouve que Bootstrap, en fait, c'est assumer qu'un business... C'est faire genre qu'un business n'est pas là juste pour gagner de l'argent. Ouais. Et donc, en fait, tous ces gens, c'est pour ça qu'ils rêvent tous de faire des exits. Et il y a plein d'instances de gens qui faisaient « Ouais, je suis un champion du Bootstrap, etc. » Après, ils lèvent des fonds ou ils sortent une partie de leur capital. Silence. Plus rien. Et parce qu'en fait, ils s'enferment dans un mouvement qui n'a pas de sens. Tu vois. C'est pas des merdes parce qu'ils ont accepté l'argent d'investisseurs.
Et c'est pas des génies parce qu'ils n'ont pas levé de fonds. Donc je suis bien embêté moi par cette affaire. Comment je fais pour trouver un modèle parmi ces trois-là? Donc je suis reparti un petit peu de la définition du mot entreprendre, tout court. Donc entreprendre, c'est l'étymologie plutôt. Alors j'ai pas fait latin donc je vais essayer de pas l'écorcher. Je pense que c'est interprendere et ça veut dire se saisir de quelque chose. Et donc pour en avoir la maîtrise, donc maîtriser quelque chose. Donc ce que j'ai remarqué, donc j'essayais en fait de mettre des mots sur quelle expérience j'ai eue du fait de monter Kudak, de ma boîte. Et j'ai l'impression, de plus en plus récemment, que je suis beaucoup moins inspiré par les contenus d'entrepreneurs. Je pense qu'aujourd'hui, je serais moins sensible à un Oussama tel que je l'ai été à l'époque. Des contenus business, des contenus de Y Combinator que j'ai énormément consommé sur Product Market Fit, BP, etc. Et tout. Oussama, à une époque, c'est lui qui t'a vraiment donné la 100%, flamme. Et je lui dois, et c'est d'ailleurs tout ça qui rend très compliqué le fait de se faire un avis sur cette personne. C'est parce que tu dois respecter un héritage et être loyal à ce qu'il t'a apporté et quand même juger des faits juridiques. Donc c'est très dur. Et quand tu dis tu le connaissais ou c'était sa création de contenu ou c'était sa création de contenu d'abord et puis ensuite je l'ai côtoyé. Je l'ai quand même pas mal côtoyé. Et donc encore une fois, je suis obligé de rendre à César ce qu'il y a à César. Je le respecte, tu vois, profondément, in fine. Donc où est-ce que j'en étais? Voilà, sur la définition sur l'étymologie du mot entreprendre. Donc interprendere, se saisir de moi, mon expérience en fait personnelle du contenu que je consomme sur YouTube, en podcast, en article. Je me suis vu être beaucoup plus attiré par des contenus de philo, de culture G, même de géopolitique parfois, desquels j'ai réussi à tirer un intérêt business super précis et pas bullshit du tout, d'aller prendre des notions, par exemple dans les modèles mentaux. Dans les modèles mentaux, il y en a un que j'aime beaucoup, qui est le modèle mental de l'inversion. Ça veut dire que dans une situation donnée, c'est Warren Buffett qui l'a popularisé, c'est beaucoup plus intéressant d'essayer de ne pas être un idiot que d'être un génie. Et donc, ça veut dire que si tu veux savoir ce que tu dois faire, en fait, tu dois dire comment est-ce que je pourrais être le dernier des trous du cul dans ce truc-là. Tu listes tous les trucs et tu fais l'inverse. Et en fait, moi, j'emploie ce truc-là depuis des années. Hyper puissant dans les jeux vidéo, ce que tu viens de décrire. Voilà, ça fonctionne à merveille. Et en fait, c'est ça, tu niques en fait les erreurs de débutant une à une. C'est la même chose. Ça, c'est des trucs, mais c'est pas marqué, c'est pas Zuckerberg qui va t'expliquer des trucs comme ça. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi en fait? Pourquoi est-ce que je n'ai pas l'impression de vivre ma boîte comme tout le monde? Et donc, c'est parce que j'ai compris que fondamentalement, moi, ce que j'avais tiré de Kudak, et on en parle depuis le démarrage, c'est des bénéfices sur tous les pans de ma vie. Sur les finances, évidemment, ça scalait mon salaire. Sur le social, je me suis fait beaucoup d'amis. J'ai rencontré beaucoup de personnes grâce à ce que je partageais. Sur le perso, il y a vraiment, je peux en parler des heures. Sur le sport, ça m'a permis de documenter ce que je fais sur YouTube. Je l'aurais pas fait si j'avais pas fait Kudak pour la préparation marathon. Et j'en ai tiré j'ai une vision beaucoup plus holistique de l'entrepreneuriat. Et j'ai trouvé ce qui me manquait dans tous ces mouvements, c'est l'amour du voyage. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas avoir de destination. Si tu retires la destination d'un marathon, le voyage est aussi chiant. Il faut une ligne d'arrivée à un moment. Donc il faut en avoir une dans la tête. Il faut pas conditionner le fait d'être épanoui à le fait de passer la ligne. Au fait de passer la ligne. Et moi je vois que des gens, parmi ces trois trucs, qui entreprennent comme un moyen. Le mec là pour générer de la thune, le start-upper pour avoir le maximum de gloire, et le bootstrapper pour foutre le seum au start-upper. Je caricature, c'est pas vrai. Mais, et donc je vois pas beaucoup de gens qui voient le fait d'entreprendre comme une fin. Et je trouve qu'ils voient pas qu'en fait ça va dans les deux sens. C'est qu'une entreprise, le fait de monter, d'être entreprenant, te permet de scaler ta vie personnelle. Et le fait de scaler ta vie personnelle est souvent risque de t'amener avec le temps vers une aventure entrepreneuriale. Et c'est pour ça que ma définition de... Bon, alors j'ai donné un nom duquel je ne suis pas satisfait. C'est entrepreneuriat pour anthropologie, basée sur l'homme, etc. Et la thèse, elle est assez simple, c'est que en essayant de te scaler toi-même, tu finis par devenir un bon entrepreneur. Et donc tu devrais plus essayer de corriger tes défauts de courage ou de clarté d'esprit, plutôt que d'apprendre à faire un business plan plus précis. Parce que finalement, et je le vois partout, pour prendre toutes les situations du quotidien, je peux les ramener à une erreur humaine d'une personne. Et donc c'est pour ça que ce qui est important, c'est surtout pour moi la catégorie de personnes qui voient l'entrepreneuriat comme les gens qui veulent se scaler eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir plein de gens qui appartiennent à ce mouvement. Bon, je suis très mal à l'aise en le disant, donc ça fait vraiment qu'il faut changer. Donc de l'entrepreneuriat, qui en fait sont pas entrepreneurs. Il peut y avoir des salariés qui sont très entreprenants. Peut y avoir c'est pour ça que j'aime beaucoup les créateurs de contenu, genre les Eric Flag, Nassim Sali, etc., les gens que j'ai reçus dans Lève tes chaussures. Je trouve que c'est des gens qui font partie de ce mouvement-là. Ils sont scalés eux-mêmes, et ça a donné une boîte qui marche beaucoup mieux que des gens qui ont essayé de monter une boîte pour monter une boîte. Et c'est pour ça que c'est un peu compliqué à saisir, je trouve, parce que ça peut rapidement devenir tourne bullshit, en fait, ce truc-là. Mais quand tu es capable de mesurer ton amélioration personnelle, le courage, ça se mesure. D'ailleurs, c'est stylé parce que c'est la seule qualité que tu peux pas fake. Le courage. Il y a une citation qui disait précisément ça. Pourquoi est-ce que tu peux pas la fake? C'est parce que si tu fais semblant d'avoir du courage dans une situation qui nécessite du courage, en fait, c'est du courage. Ouais, ok. Tu vois, ce qui n'est pas le cas pour plein d'autres qualités. Et en fait, tu comprends que, par exemple, le courage, c'est à la base de toutes les autres, et c'est un des points très importants de cette façon de penser.
c'est à la base de toutes les autres qualités. Par exemple, tu peux pas être loyal si t'as pas de courage. Loyal, je suis dans une conversation avec toi, on parle d'Oussama par exemple, ça nécessite un peu de courage quand même de dire Oussama n'est pas un fils de pute parce qu'il est mignon, etc. Ça m'a pris un peu de temps à avoir le courage, donc j'ai pas été très loyal toute ma vie. Et donc en fait, t'as plein de qualités comme ça, tu peux pas non plus être amoureux de quelqu'un, tu vois, si t'es pas courageux. Parce que ça nécessite, tu dois montrer qui t'es, tu dois être vulnérable, c'est pas possible de le faire non plus. Donc le courage, c'est fondateur de plein d'autres qualités. Ouais, après il y a plusieurs formes de courage. Peut-être parfois tu es courageux dans certaines situations, pas dans d'autres. Et ouais, après, c'est pas un truc, tu l'as ou tu l'as pas, quoi, je pense. Ouais, et puis tu vois, le déterminant commun du courage, qui est très intéressant, je trouve, c'est que j'ai l'impression qu'on est toujours courageux que pour les autres. Dans le sens où tu peux prendre quelqu'un qui n'est pas du tout courageux dans sa vie, tu prends une daronne, il y a son fils qui est attaqué par 1000 samouraïs, t'inquiète qu'elle sera devant sans armes, etc. Et pour moi, c'est ça qui manque en fait à tous ces trucs-là. C'est pour ça que je parlais d'amour, de sens. C'est qu'en fait, quand tu as trouvé le sens de ton aventure, moi le sens c'est que ça me permet de scaler ma vie personnelle, vraiment fort, et bien, du coup ça m'a rendu courageux. Parce que je sais que maintenant c'est ça que je défends. Là-dessus. Quel autre exemple pour te montrer qu'on est courageux que pour les autres? Ouais, il y a un truc qui m'a beaucoup marqué à HEC. Quand les 5 premiers jours que tu fais à HEC, à l'époque, moi c'était à Saint-Cyr-Couët-Quidan. Donc tu fais un stage avec des lieutenants et tu es avec des gens que tu connais pas, qui vont être tes futurs camarades de promo. Et tu fais des épreuves mentales, mais surtout des épreuves physiques. Donc c'est dur. Et en gros, à un moment, t'es posé, t'es au milieu de la forêt, t'as marché 10 km, ce que tu fais jamais, donc t'es fatigué, etc. Et donc les gens posent des questions au lieutenant. Et à un moment, il y a un mec de mon groupe qui demande au lieutenant est-ce que t'es prêt à mourir pour la France? Et le lieutenant lui répond hyper directement mais aucun soldat meurt pour la France. Il a dit le soldat, il meurt pour le camarade. Et en fait, je me dis, putain, en fait, c'est ça, le courage, c'est parce que t'as le pote qui est dans la merde, et là, tout à coup, tu deviens super courageux parce que c'est ton camarade. Et c'est pour ça que la camaraderie militaire, alors moi, j'ai personne dans ma famille qui a été militaire ou quoi, donc c'était vraiment ma première interaction là-dessus. Ouais. C'est pour ça que la camaraderie militaire, je pense que c'est des trucs qui ne retrouveront jamais en dehors dans le monde civil. Parce que ce genre de choses-là, ça te rend courageux. Et en fait, tu peux le prendre dans ton groupe d'amis. Pour qui est-ce que tu serais vraiment prêt à être courageux? Il y a ta daronne, il y a tes enfants si t'en as, il y a quelques potes. Et en fait, c'est pour ça que le courage... Imagine, en fait, quelqu'un de courageux fait un très bon entrepreneur. C'est pour ça qu'il y a des sportifs qui font des super entrepreneurs. Et donc, ce que je voulais juste dire par... Et tu penses que tu n'es jamais courageux pour toi-même dans l'entrepreneuriat, le moment où... Si, parce que tu peux être courageux pour quelqu'un ou pour des... Tu es toujours courageux pour quelque chose. Ça peut être quelqu'un ou une idée. Et donc, tu peux être courageux pour défendre... je sais pas, les gens qui ont des idées politiques passion, très fortes, une passion, un truc comme ça. Et ils sont capables de le faire. Et voilà. Donc, en fait, ce mouvement-là, finalement, si je devais le récapituler, c'est prendre le mot entreprendre au sens large, sa définition, et se rendre compte que ça commence par se saisir de soi-même. Et quand tu te saisis de toi-même, tu deviens entrepreneur via une boîte, ou tu deviens whatever, mais tu deviens en fait un entrepreneur. Il y a un mec qui a essayé de se scaler, qui a envie de devenir meilleur. Et ce mouvement englobe que l'entrepreneuriat, ou est-ce que tu penses que t'en as un peu parlé, dans le salariat, tu peux être... tu peux 100%. Tu peux te faire scaler toi-même dans le salariat. Est-ce que tu peux devenir une meilleure version de toi-même via le salariat, quoi? Moi, je le vois, les gens qui sont le meilleur chez moi, c'est les gens qui pensent comme ça. C'est les gens qui se sont scalés eux-mêmes à côté, tu vois. Les gens, ils font du sport, ils ont des projets financiers d'acheter, je sais pas quoi, etc. C'est les gens qui sont les meilleurs. Et donc, il y a plein de gens très entreprenants qui sont salariés. En fait, c'est un modèle qui défonce la typologie d'avant. C'est pas du tout comme ça qu'on devrait classer les gens, en fait. On devrait classer les gens entre les gens entreprenants et les gens pas entreprenants. C'est tout. Et donc, et moi, ce que j'explique, c'est que le principal dénominateur de est-ce que quelqu'un est entreprenant ou pas entreprenant, c'est est-ce que la personne à la base, elle a décidé de se scaler elle-même? Est-ce qu'elle a élevé les standards pour elle-même? Elle s'est dit, putain, tu vois, ça, j'accepte pas. On peut pas me parler comme ça. Ou non, mais j'accepte pas de gagner ce salaire, je vaux mieux que ça. Et les gens qui ont eu cette réalisation-là et qui ont commencé à agir dessus, boum, bah là, t'es entreprenant. Ok. Voilà. Hyper intéressant, non, très très intéressant. Si ça vous intéresse de développer un peu plus ça, je vous rappelle Théo, donc il a son podcast dispo sur Spotify, Apple Podcast, Road to 10 Million. Et le dernier épisode 32, si je dis pas de conneries, c'est là-dessus. Non, moi j'ai bossé un peu avant. Il n'y a pas que Karim qui bosse dans la team. Je fais des trucs quand même. Voilà. Ok, écoute, si c'est bon pour toi là-dessus, moi ma petite dernière question rituelle, c'est un peu quel conseil tu donnerais au petit Théo qui a 20 ans, entre 20 et 25 ans, ou pas d'ailleurs, ou même là maintenant ma communauté elle vieillit, maintenant j'ai plus de gens entre 25 et 35 ans qui m'écoutent, donc peut-être que je change ma question rituelle, mais plus généralement quel conseil tu donnerais à la personne qui t'écoute et qui se reconnaît un peu dans ton profil et qui aimerait devenir un peu comme toi, quoi. Voilà, ça me fait une transition facile avec ce que je disais avant. Je dirais que
Bon, pour reprendre langue professionnelle, si vous n'êtes pas satisfait d'où vous êtes professionnellement, essayez pas de chercher un autre domaine qui vous plairait plus. Posez-vous juste la question de quelle partie de qui vous êtes vous a emmené dans cette situation. Butez-la et ça va changer tout seul. De concrètement, ça ressemble. Ouais. Quelle partie de ta personnalité t'a emmené en conseil en stratégie? La lâcheté. Tiens. Et voilà. Ok, top. Très bien. Écoute, t'avais un autre truc Non, écoute, merci beaucoup pour le temps, franchement. Avec plaisir, merci d'être là. J'attends toujours le moment où je vais enlever mes chaussures. J'espère que ça arrivera un jour. On peut venir à 2 avec mon associé, parler business et tout ça. Voilà. Non, mais je viens chez toi bientôt sur un autre truc. Ouais. Voilà, petit teaser pour la suite. Très bien. Ouais, ça va bien marcher aussi cette vidéo, j'ai confiance. Merci beaucoup d'être venu. Des bisous les amis. Salut tout le monde.